Takeru est un homme d'âge moyen, laid et surmené, qui déteste sa vie ennuyeuse. Un jour, après être rentré chez lui après une journée de travail sans intérêt, il s'effondre sur son canapé pour regarder la télévision, mais tout à coup, il se retrouve téléporté dans une dimension étrange, avec le héros X assis en face de lui. Celui-ci affirme être le responsable du système solaire, alors Takeru lui demande s'il est un extraterrestre, mais il répond qu'il est en fait plutôt un dieu, du moins en ce qui concerne Takeru. En résumé, son travail consiste à s'assurer que la vie sur différentes planètes ne s'éteigne pas, et pour cela, il envoie des gens dans de nouveaux mondes pour voir ce qui se passe. Takeru se trouve être le prochain sur la liste des personnes à envoyer, et bien sûr, il a le droit de refuser, mais comme il est techniquement mort à ce moment-là, son âme disparaîtra s'il n'accepte pas d'être envoyé dans un autre monde. Takeru trouve cela tout à fait injuste, et il a raison, ce n'est pas juste, mais il ne peut rien y faire. Camille lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter outre mesure, car il recevra des pouvoirs spéciaux qui lui permettront de survivre dans le nouveau monde, mais il n'a pas vraiment réfléchi aux capacités qu'il devrait donner à Takeru, alors il sort un bloc-notes et commence à noter quelques idées. Il est évident qu'il devra être capable d'utiliser la magie, alors Camille note « mana maximale » et demande à Takeru s'il souhaite obtenir autre chose. Comme Camille accepte les demandes, Takeru lui demande s'il peut avoir une petite amie gothique dans le nouveau monde, mais vu à quel point Takeru est laid et ennuyeux, Camille lui répond que cela ne sera pas facile. Il promet néanmoins de trouver une solution pour lui une fois qu'il sera arrivé, et en prime, il accorde à Takeru une incroyable capacité de recherche, la compréhension de toutes les langues et plusieurs résistances au début. Il ne sait honnêtement pas s'il a le droit de donner autant de statistiques OP à quelqu'un d'un seul coup, mais il n'a plus le temps de changer quoi que ce soit maintenant que le corps de Takeru a déjà commencé à disparaître, alors il lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle vie. L'instant d'après, Takeru se réveille allongé près d'un arbre. Il comprend bien ce qui s'est passé, mais il se demande ce qu'il doit faire maintenant. Il décide de se mettre en route au hasard dans l'espoir de croiser des gens, et heureusement, il aperçoit un village tout proche, même si s'y rendre maintenant ne lui serait pas d'une grande utilité puisqu'il est complètement fauché. C'est alors qu'il se souvient que Camille lui a dit qu'il allait acquérir une compétence de recherche pour l'aider à rassembler des matériaux, ce qui semble être un bon moyen de gagner de l'argent. Il brandit donc son bâton et crie pour activer la magie de recherche, mais rien ne se passe. Il commence alors à paniquer, car s'il ne parvient pas à comprendre comment utiliser son pouvoir, il finira tôt ou tard par mourir de faim. Il commence à écrire des mots déclencheurs possibles sur le sol, et finit par avoir l'idée de simplement dire le mot « recherche », ce qui semble fonctionner. Des icônes violettes apparaissent à côté de tous les objets récoltables dans la zone, et s'il dit le mot « scanner » à côté de l'un d'eux, une description détaillée de ce dont il s'agit s'affiche. Cette fleur particulière est de rang B, et il ne sait pas trop ce que cela signifie, mais cela doit être une bonne chose. Alors il décide de cueillir autant de plantes que possible dans cette zone. Après quelques minutes de cueillette, Takeru a récolté quelques exemplaires de tout ce que cette partie de la forêt a à offrir, mais la plupart des plantes s'avèrent être de rang E, alors il ne sait pas si cela en valait la peine. C'est alors qu'il remarque une jolie pierre à proximité et se demande si elle a suffisamment de valeur pour être vendue, mais lorsqu'il la ramasse, son scan lui indique qu'il s'agit simplement d'un gros morceau d'excrément dentéaté, ce qui est dégoûtant, mais l'excrément est classé C pour une raison quelconque, il ne peut donc pas se plaindre. Il a rassemblé suffisamment de ressources pour la journée, il décide donc qu'il est temps de se rendre au village pour voir combien il peut gagner en les vendant. À la tombée de la nuit, Takeru arrive enfin aux portes du village, où il rencontre l'un des gardes. Je ne sais pas si Takeru est vraiment grand ou si le garde est juste très petit. Le garde s'appelle Marlowe, et il est surpris d'apprendre que Takeru est un cueilleur, car il est rare de voir des gens comme lui dans les environs. Marlowe suppose qu'il doit être là pour vendre des matériaux, alors il ouvre la porte et dit à Takeru de se rendre au magasin général du village. Takeru arrive finalement au magasin général, où il rencontre le propriétaire derrière le comptoir. Il lui demande s'il est prêt à lui acheter quelque chose et, tout en parlant, il sort la pierre de crotte de son sac. Le propriétaire est stupéfait lorsqu'il voit la pierre, car c'est une trouvaille incroyable. Il lui propose donc de la lui acheter pour 5 pièces d'or. Takeru est ravi d'apprendre qu'il peut vendre la pierre, mais il ne sait pas vraiment quelle est la valeur de 5 pièces d'or ici, alors il demande au propriétaire de lui expliquer. Le propriétaire lui dit que s'il voulait séjourner dans une auberge, il devrait payer environ 500 raves, et que 5 pièces d'or valent au total 5000 raves, donc cette pierre à crotte a en fait une grande valeur. Le propriétaire demande à Takeru s'il a d'autres marchandises à lui proposer, alors il vide son sac, et le propriétaire n'en revient pas de toutes les plantes exotiques qu'il a réussi à rassembler. Il demande à Takeru pourquoi il s'est donné la peine de venir dans un village aussi isolé s'il avait autant d'objets de valeur, alors il explique qu'il les a simplement ramassés pendant son voyage jusqu'ici. Le vieil homme comprend et, maintenant qu'il a une idée des compétences de Takeru, il lui dit qu'il a une faveur à lui demander. Takeru n'est pas venu ici dans l'espoir de recevoir une quête secondaire, mais il se dit prêt à aider en fonction de la difficulté de la demande.
Le propriétaire lui explique alors qu'il souhaite que Takeru aille chercher du minerai de mithril dans les montagnes à l'est. Cela semble être beaucoup de travail, mais le propriétaire se dit prêt à payer 360 pièces d'or pour cela, alors Takeru accepte la mission. Cependant, le propriétaire redevient sérieux et mentionne qu'il y a des monstres dans ces montagnes, ce qui rend Takeru très nerveux. Il va donc devoir être prudent. Cette nuit-là, Takeru loue une chambre à l'auberge du village et est heureux de pouvoir enfin se détendre. La seule chose qui pourrait améliorer cette situation serait de pouvoir prendre un bain, mais il ne sait pas où en trouver un. À ce moment-là, l'une des femmes de chambre frappe à la porte et entre avec un bol d'eau chaude. Takeru lui demande à quoi cela sert, et elle lui explique qu'une partie de leur service consiste à offrir aux clients des bols d'eau chaude pour qu'ils puissent se laver. L'odeur nauséabonde de Takeru lui a pratiquement fait monter les larmes aux yeux lorsqu'il s'est enregistré, alors elle lui en a apporté sans qu'il ait besoin de le demander. Takeru apprécie le geste, mais il dit qu'il préférerait prendre un vrai bain. Cependant, la jeune fille le regarde avec perplexité, car seuls les nobles et les riches peuvent se permettre de prendre des bains, et Takeru a l'air complètement fauché. Il tombe à genoux en réalisant qu'il ne pourra pas prendre de bain normalement dans ce monde, et la jeune fille voit qu'il est vraiment bouleversé de ne pas pouvoir se laver. Alors elle lui dit qu'il existe des sorciers capables d'utiliser des sorts pour nettoyer les autres, et qu'il pourrait peut-être essayer cela à la place. Après l'avoir entendu mentionner les sorciers, Takeru se souvient que Camille lui a donné la capacité d'utiliser la magie, il devrait donc être capable d'utiliser un sort de nettoyage. Il est vraiment reconnaissant à la jeune fille pour son intuition, il lui donne donc un gros pourboire en guise de remerciement et la renvoie. Une fois qu'elle est partie, il tente d'utiliser la magie de nettoyage en criant le mot « nettoie », et cela fonctionne du premier coup. Cependant, sentir la magie se répandre sur tout son corps le fait émettre des sons étranges, et la jeune fille le prend probablement maintenant pour un excentrique. Le côté positif, c'est que le sort de nettoyage semble vraiment efficace, donc Takeru n'aura plus à s'inquiéter de sentir mauvais tout le temps, mais il aimerait tout de même pouvoir profiter d'un vrai bain. Le lendemain, Takeru part à la recherche de quelques objets supplémentaires à vendre lorsqu'il remarque un nouveau symbole grâce à sa compétence de recherche. Chaque symbole représente un type particulier de butin, il se demande donc ce que cela peut être, mais à sa grande horreur, lorsqu'il jette un œil, il trouve un squelette en décomposition sur le sol. Son scan lui apprend que ce pauvre type s'appelle Belria et qu'il doit être mort en combattant ici il y a quelque temps. Il s'approche pour inspecter le cadavre et trouve alors un médaillon avec une note dessus. La note était de la petite sœur de Belria, qui le remerciait essentiellement d'avoir travaillé si dur pour gagner de l'argent afin de soigner la maladie de leur père, mais plus que tout, elle voulait juste que son frère rentre sain et sauf à la maison, alors elle lui avait demandé de ne rien faire de trop dangereux, mais il n'avait clairement pas écouté son conseil. Takeru passe l'heure suivante à organiser les funérailles de Belria, puis, une fois celle-ci terminée, il dessine un cercle et jette un sort pour créer une barrière afin de pouvoir installer son campement. Le lendemain matin, Takeru s'enfonce davantage dans la forêt, jusqu'à arriver dans la forêt aux arbres blancs. Cet endroit est censé être rempli de monstres et effrayant comme tout, Takeru aurait donc préféré l'éviter, mais c'est le seul moyen pour lui d'atteindre la montagne orientale. Il jette un sort de lumière afin de bien voir et de pouvoir scruter les environs, mais il ne repère rien de très intéressant. Plus étrange encore, il ne voit aucun monstre dans les environs, alors que cet endroit est censé en regorger. Il ne s'interroge pas trop et décide de profiter de cette étrange absence de monstres pour traverser la forêt à toute vitesse. Cependant, alors qu'il courait, il finit par tomber directement du bord d'une falaise. Il n'y a aucune chance qu'il survive à une telle chute, alors il commence désespérément à réciter des formules magiques pour tenter de se sauver. Heureusement, lorsqu'il prononce le mot « voler », un sort de lévitation s'active, lui permettant d'atterrir en toute sécurité. Il est maintenant coincé au fond d'une caverne, mais il remarque une tonne de minerais dans les parois voisines. Il décide donc d'en profiter et commence à les extraire. Il trouve beaucoup de minerais précieux comme l'argent, mais toujours aucun signe de mithril. Il décide donc de s'enfoncer plus profondément dans les grottes. Après avoir marché un moment, son sens de la recherche l'alerte de la présence d'un minerai enfoui profondément dans les rochers, mais avant que Takeru ne puisse s'y rendre, il sent tout le réseau de grottes commencer à trembler. Il va donc devoir être prudent. Il utilise une explosion de feu contrôlée pour briser la roche, et par chance, il parvient à trouver du minerai de mithril, mais en quantité insuffisante. Le réseau de grottes se met soudain à trembler à nouveau, et Takeru commence à craindre que le plafond ne s'effondre. La chose la plus intelligente à faire serait de rentrer chez lui pour la journée et de revenir lorsqu'il sera certain que tout est sûr, mais, tel un plongeur spéléologue fanatique, il décide de continuer à s'enfoncer dans les profondeurs. Il finit par tomber sur une ouverture qui le mène à une magnifique nappe phréatique, et il est vraiment excité car l'eau est éblouissante. Il utilise son pouvoir pour l'analyser et, à sa grande surprise, il découvre qu'il s'agit d'une eau magique de dragon ancien de rang S, c'est la chose la plus précieuse qu'il ait jamais trouvée.
même si la partie dragon ancien l'inquiète un peu, car il ne voudrait pas avoir à affronter l'un d'entre eux. À ce moment-là, alors que Takeru plonge ses mains dans l'eau, quelque chose d'énorme émerge de l'eau, et un instant plus tard, Takeru se retrouve face à face avec l'ancien dragon. Le dragon lui crie dessus pour avoir osé s'introduire dans son repère et dégage une pression mortelle pour intimider Takeru, mais celui-ci ne remarque rien d'anormal. Takeru se rend compte que c'est de sa faute s'il s'est introduit dans la demeure du dragon, alors il s'excuse sincèrement pour son erreur, mais cela prend le dragon au dépourvu, car il n'a jamais vu quelqu'un rester aussi calme en sa présence auparavant. Il prend Takeru en sympathie et lui demande s'il est vraiment un humain, car il possède une quantité anormalement élevée de mana. Il dit que la réserve de mana de Takeru pourrait même être supérieure à la sienne, mais Takeru n'a aucune idée de ce dont il parle. Le dragon s'appelle Voldia, et maintenant qu'il sait que Takeru possède une réserve de mana aussi importante, il a une faveur à lui demander. En gros, il veut que Takeru fasse éclore son œuf, car il n'a pas assez de mana pour le faire, et en récompense, il lui donnera un gros morceau de minerai de mithril. Takeru pense que cela semble assez facile à faire, alors il prend l'œuf et commence à y canaliser son mana, mais à mi-chemin, l'œuf commence soudainement à drainer tout son mana jusqu'à ce qu'il finisse par perdre connaissance. À son réveil, il trouve un petit bébé dragon assis devant lui et réalise que l'éclosion a été un succès. Voldia est heureux de voir que son enfant est enfin né, mais il demande ensuite à Takeru de l'emmener avec lui dans son voyage. Takeru lui demande s'il est sûr de sa décision, car il pensait que Voldia voudrait passer du temps avec son enfant, mais Voldia répond que Takeru est bien plus fort que lui et que son enfant sera mieux avec lui. Maintenant qu'il a du lait à acheter au fond de son lac, Voldia s'immerge et laisse Takeru s'occuper de Bi. Takeru et Bi finissent par sortir de la grotte, mais il fait presque nuit et il leur sera difficile de traverser la forêt une fois la nuit tombée. Ils décident que la meilleure chose à faire est de passer la nuit sur place et de poursuivre leur voyage le lendemain, et demandent donc à Bi de se préparer à installer le campement. Il commence par fouiller dans son sac de rangement et en sort un peu de l'eau magique qu'il a récupérée dans la grotte pour Bi. Cette eau magique est apparemment essentielle à la croissance d'un jeune dragon, c'est donc une bonne chose qu'il en ait récupéré autant. Après avoir bu sa première tasse, Bi en redemande à Takeru, mais lorsqu'il lui apporte une autre tasse d'eau, au lieu de la prendre, elle la repousse vers Takeru, l'encourageant à la boire à sa place. Takeru n'est pas particulièrement enthousiaste à l'idée de boire de l'eau dans laquelle un dragon se baigne depuis des siècles, mais il ne veut pas dire non à Bi, alors il avale le verre, et en fait, le goût n'est pas si mauvais. Il est maintenant temps pour Takeru d'installer le campement, alors il pose quelques pierres magiques pour créer une barrière protectrice. Techniquement, dans ce monde, les pierres magiques sont censées être une denrée extrêmement précieuse, mais il est capable de les fabriquer facilement en pensant très fort à un sort et en versant de la magie dans sa main. Celle-ci, par exemple, est une pierre magique chauffante, et Takeru prévoit de l'utiliser pour préparer le dîner de ce soir. Il la place donc dans la cheminée et commence à cuisiner. Il prépare un steak grillé et un ragoût de viande pour l'accompagner. Cela a toujours été son plat préféré, et il semble que Bi veuille aussi y goûter, car elle est pratiquement en train de baver partout. Takeru ne sait pas si c'est une bonne idée qu'un bébé dragon mange de la vraie nourriture alors qu'il est né il y a seulement 2 heures, mais il lui donne quand même un bol, et Bi se brûle rapidement les lèvres car elle ne savait pas que la soupe était si chaude. Takeru souffle un peu dessus pour la refroidir et la rend à Bi afin qu'elle puisse la goûter correctement, et elle adore le ragoût. Takeru est heureux de voir que Bi a autant apprécié sa cuisine, mais il se demande ce qu'elle pense du fait de devoir quitter Voldia. Bi regarde Takeru avec un air perplexe, car pourquoi Voldia lui manquerait-il alors qu'elle a Takeru à ses côtés? Pendant que Bi le serre dans ses bras, il utilise son pouvoir d'évaluation sur elle et est surpris de voir que Bi est déjà de rang B, même si elle est encore toute petite et mignonne. Elle possède également plusieurs dons qui semblent puissants, comme évolution illimitée, et elle finira donc forcément par devenir plus forte que lui, mais il tient à lui faire comprendre qu'il lui est absolument interdit de faire quoi que ce soit d'imprudent, ce qui est un bon conseil en principe, mais Bi ne l'écoute pas du tout. Le lendemain matin, Takeru remonte la falaise, et lorsqu'il arrive au sommet, il est surpris de voir que la forêt semble tout à fait normale. Il se demande ce qui a pu provoquer un changement aussi radical pendant la nuit, mais ce n'est pas son travail de comprendre ce genre de choses, alors il décide de laisser tomber. Comme il est là de toute façon, il se dit qu'il pourrait aussi bien faire un peu de cueillette, alors il utilise sa capacité de recherche pour scanner les ingrédients de Rance et à proximité, mais juste au moment où il s'apprête à les ramasser, Bi arrive en volant vers lui, paniqué, car il y a quelque chose d'effrayant dans la forêt. Takeru change la cible de son scan pour repérer les monstres hostiles dans la zone, et comme prévu, il localise une demi-douzaine d'ennemis qui se rapprochent d'eux. Il n'aime peut-être pas se battre, mais il est tout à fait capable de s'occuper seul de quelques monstres. Tout à coup, un griffon de pierre apparaît derrière lui, mais comparé à Voldia, cela ne semble guère être un inconvénient, et il a même hâte de goûter la viande juteuse de l'oiseau une fois qu'il l'aura tué. Il lance un bouclier pour se protéger, puis conjure 3 aiguilles de glace avant de les lancer sur le monstre et de l'abattre d'un seul coup.
Il se retourne ensuite pour faire face à la horde de loups qui se rapproche de lui. Pour les affronter, il jette un sort d'amélioration sur lui-même afin d'augmenter sa vitesse de déplacement, puis saute en l'air pour éviter l'attaque initiale des loups. Il jette ensuite un sort de durcissement sur ses mains et ses pieds et écrase un crâne dans sa descente avec un coup de pied circulaire. Il élimine ensuite les loups restants les uns après les autres, et lorsqu'il a terminé, il a récolté beaucoup de viande pour son prochain repas. Il est satisfait du butin qu'il a récolté lors de cette bataille, mais lorsqu'il lève les yeux, il se rend compte qu'il reste encore une tonne de monstres dehors, et s'il essaie de tous les combattre, il va rester coincé dans cette forêt pendant des semaines. Il aimerait pouvoir trouver un moyen de les éviter complètement, et alors qu'il dit cela, Bee attrape le dos de sa veste et commence à essayer de le tirer dans les airs. Takeru ne s'attendait pas à ce que cela fonctionne, car Bee est beaucoup plus petite que lui, mais il s'avère qu'elle est en fait assez forte, et elle parvient à le soulever dans les airs. Cependant, à ce rythme, il leur faudra 4 à 5 jours ouvrables pour sortir de cette forêt, alors Takeru décide de les aider en lançant un sort de réduction de poids sur lui-même. À la seconde où il le fait, Bee et lui s'envolent dans les airs, mais Bee n'est pas vraiment une pilote fiable, et à mi-chemin, elle lâche accidentellement Takeru, qui est projeté vers le sol. Il réussit miraculeusement à survivre à cette chute dévastatrice, et le bon côté des choses, c'est qu'il parvient à sortir de la forêt blanche en quelques minutes, donc la légère fracture de la hanche en valait vraiment la peine. Ils sont assez proches du village, mais Takeru ne veut pas prendre le risque de voler sur Bee, alors il décide de marcher à la place. En chemin, Bee commence à pointer du doigt le bâton dans la main de Takeru, lui demandant ce que c'est. Il lui répond qu'il s'agit apparemment d'une branche de l'arbre Drizzle, qui se trouvait dans le sac que le dieu lui a donné, et il décide de la sortir et de la pointer vers des objets pour voir ce qui se passe. Bee semble comprendre quelque chose à propos du bâton, alors elle souffle un nuage de magie dessus, réveillant la véritable forme du bâton. Takeru n'a aucune idée de comment ni pourquoi cela a fonctionné, mais avant qu'il ne puisse comprendre, il entend soudainement un grognement puissant provenant de la forêt, alors il se prépare immédiatement à se battre. À ce moment-là, Bee s'envole seul dans la forêt, alors Takeru est obligé de la poursuivre jusqu'à ce qu'il trouve finalement une elfe appuyée contre un arbre. Takeru se précipite pour l'aider, craignant qu'elle ait été blessée par un monstre, mais la jeune fille lui dit qu'elle n'est pas blessée, qu'elle a juste très faim. Elle n'a rien mangé ni bu depuis 3 jours et elle est sur le point de mourir de faim, alors elle supplie Takeru de lui donner une partie de ses provisions. Il ne peut pas la laisser ainsi, alors il fouille dans son sac et lui donne de l'eau, ainsi que le déjeuner qu'il avait préparé pour lui-même plus tôt. Les yeux de la jeune fille s'illuminent dès qu'elle voit la nourriture, et elle ne perd pas de temps pour tout engloutir en quelques secondes, mais maintenant qu'elle n'a plus faim, Takeru a quelques questions à lui poser. Tout d'abord, il se demande comment elle a pu mourir de faim ici pendant 3 jours, alors que la ville la plus proche n'est qu'à une journée de marche. La jeune fille avoue qu'elle était pressée et qu'elle s'est perdue en venant ici, mais même dans ce cas, il est normal d'emporter avec soi au moins quelques jours de provisions. Or, elle n'a littéralement rien emporté. La jeune fille est un peu gênée et essaie de trouver une bonne excuse, mais elle se rapproche beaucoup trop de Takeru et dès qu'il la sent, il se rend compte qu'elle empeste. La jeune fille tente de se défendre en lui disant que ce n'est pas sa faute, car elle a dû camper ici pendant des jours sans provisions, mais cela ne change rien au fait qu'elle sent le fumier à présent. La jeune fille se lève et dit à Takeru que même si elle lui est reconnaissante de l'avoir sauvée, elle trouve qu'il a été extrêmement grossier de dire qu'elle sentait mauvais, même si c'était vrai. Elle s'enfuit alors pour poursuivre son voyage, mais elle n'a pas demandé son chemin et n'a toujours pas de provisions, il pense donc qu'elle n'ira pas très loin, mais ce n'est pas son problème, alors il continue à retourner en ville avec Bee. Ils finissent par sortir de la forêt, et le long de la route, Bee remarque un carrosse qui approche, alors il s'arrête pour parler au conducteur. L'homme remarque son bâton et demande à Takeru s'il est sorcier, mais même s'il pourrait certainement l'être s'il le voulait, Takeru préfère s'en tenir à des emplois paisibles, alors il répond à l'homme qu'il n'est qu'un cueilleur qui se trouve avoir un bâton. L'homme lui demande alors ce qu'il fait ici, et Takeru lui explique qu'il se rend au village de Tormi. L'homme est surpris d'apprendre qu'il s'y rend à pied, car le trajet est assez long, mais Takeru n'a pas vraiment le choix. Le conducteur lui propose de le ramener au village s'il le souhaite, et Takeru apprécie le geste, mais il est assez grand et craint de prendre trop de place dans la calèche. Cependant, l'homme et sa famille déjà à bord lui disent qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, alors il passe par l'arrière et monte à bord. Takeru a récemment remarqué que depuis son arrivée dans ce monde, les enfants semblent naturellement l'apprécier. Il ne sait pas trop pourquoi, mais cela lui facilite les choses, car si les enfants l'aiment bien, la plupart des adultes seront également gentils avec lui. Il les remercie une fois de plus de l'avoir pris en stop, mais ils lui répondent que ce n'est pas grave, car à Tormi, tout le monde s'entraide en cas de besoin. Takeru apprécie leur générosité, mais il trouve qu'ils sont un peu trop confiants, car il aurait très bien pu être un bandit. Cependant, ils lui disent qu'ils savaient qu'il n'était pas un bandit, car s'il avait été une mauvaise personne, cette cloche aurait sonné et il ne lui aurait jamais proposé de le conduire. Takeru est étonné que des cloches puissent être enchantées avec des pierres magiques pour détecter si quelqu'un est mauvais ou non,
et il se demande s'il pourra fabriquer quelque chose de similaire plus tard. À ce moment-là, Yunnan remarque un bruit étrange provenant de la veste de Takeru, alors elle lui demande ce que c'est, et il est obligé de lui expliquer qu'il a en fait amené un monstre rare avec lui. Il s'attendait à ce que la famille panique un peu à l'évocation d'un monstre, mais ils lui disent qu'il est en fait tout à fait normal que des aventuriers gardent des monstres comme animaux de compagnie de temps en temps, donc cela ne les dérange pas. Dans ce cas, Takeru n'a plus aucune raison de cacher Bi, alors il lui dit qu'elle peut sortir, mais qu'elle ferait mieux de ne mordre personne. Lorsque les enfants voient Bi, ils sont tous les deux subjugués par sa beauté, mais Elisa et Paulin sont davantage impressionnés par le fait que Takeru ait réussi à apprivoiser un bébé dragon. Il lui demande s'il est chevalier dragon, mais il répond qu'il a simplement trouvé et fait éclore un dragon alors qu'il était en mission. Une fois leur venue de faire une pause pour la nuit, Takeru installe sa barrière et assure à la famille que tant que celle-ci restera en place, aucun monstre ne s'approchera d'eux, et même si quelque chose tente de les attaquer, Bi sera là pour les alerter avant qu'ils ne se rapprochent trop. Ils sont tous heureux de savoir qu'ils sont en sécurité pour la nuit, mais ils doivent encore s'occuper du dîner. Elisa se prépare à cuisiner, mais avant qu'elle ne commence, Takeru lui demande si elle accepterait de le laisser s'occuper du repas pour aujourd'hui. Il fouille dans son sac et en sort toutes ses casseroles, ce qui étonne les enfants, car il est impossible que tout cela puisse tenir dans un sac aussi petit. Takeru explique que son sac fonctionne comme une boîte à objets, qu'il est donc beaucoup plus spacieux qu'il n'y paraît et qu'il est très pratique pour rassembler des choses. Une fois que Takeru a fini de cuisiner, tout le monde se met à table et tous sont ravis de la saveur de son repas, en particulier Paulin, qui en avait assez de manger tout le temps de la viande séchée. Au fur et à mesure que la nuit avance, ils se mettent tous à chanter et à danser pour passer le temps, et les enfants invitent même Takeru à se joindre à eux. Il n'avait jamais vécu une telle expérience lorsqu'il était sur Terre, car il passait toujours ses soirées seul devant la télévision, mais manger avec d'autres personnes est beaucoup plus amusant qu'il ne l'aurait imaginé. Le lendemain matin, Takeru se réveille et commence à nettoyer ses ciseaux pour s'occuper, jusqu'à ce qu'il soit temps de reprendre la route. Paulin lui dit qu'ils peuvent partir après le petit déjeuner, mais Takeru a en fait une petite faveur à lui demander. Il n'a jamais conduit de calèche auparavant, alors il demande à Paulin de le laisser essayer. Celui-ci n'y voit aucun inconvénient et laisse Takeru prendre les rênes, mais ils arrivent rapidement au village. Takeru descend de la calèche et Paulin le remercie de leur avoir donné à manger, mais Takeru répond que c'est lui qui devrait les remercier, car il n'a pas eu à rentrer seul à pied. Paulin et les autres repartent ensuite, et tandis que le petit garde les regarde s'éloigner, il dit que le printemps doit enfin être arrivé. Takeru ne comprend pas ce que cela signifie, alors il demande des explications au garde, qui lui apprend que Paulin gagne sa vie en tissant. Il se rend souvent dans des régions plus chaudes pour son travail, et le voyage est toujours difficile pour lui et sa famille. Incapables de chasser, ils doivent survivre avec de maigres rations. Cela explique pourquoi il était si heureux de goûter la nourriture de Takeru, et en apprenant à quel point Paulin est mal loti, Takeru réalise la chance qu'il a d'avoir un pouvoir qui lui permet de rassembler des matériaux. Peu après, Takeru retourne à la boutique de Jérôme pour livrer les matériaux qu'on lui a demandé de rassembler et fait un petit test. Takeru glisse un minerai de mithril magique qu'il a trouvé dans l'antre du dragon parmi le mithril ordinaire pour voir si Jérôme est du genre à l'arnaquer. Jérôme passe un long moment à examiner les pierres et finit par conclure que celle-ci doit être un morceau de minerai de mithril magique. Il dit à Takeru que quelques-uns d'entre eux contiennent suffisamment de magie pour remplacer la plupart des pierres magiques du royaume, et Takeru feint la surprise même s'il le savait déjà. Jérôme lui dit qu'il est incroyable qu'il ait pu trouver quelque chose d'aussi précieux, mais Takeru tente de minimiser cet exploit et répond qu'il est simplement tombé dessus par hasard pendant son voyage. Même si Takeru prétend l'avoir trouvé à ses pieds, Jérôme lui dit qu'il faut tout de même beaucoup de talent pour trouver des choses comme ça, et lui conseille de se rendre à la ville de Belcam. Elle est beaucoup plus grande que ce village, et même si Jérôme n'aime pas l'idée de laisser partir un talent comme Takeru, il pourra y trouver une plus grande variété d'articles à acheter et à vendre qu'ici. Il demande simplement à Takeru, lorsqu'il se sera fait un nom, d'envoyer quelques clients supplémentaires à Jérôme. Takeru n'a pas vraiment l'intention de devenir célèbre, mais l'idée de se rendre dans la grande ville l'intrigue, alors il décide de se renseigner à ce sujet une fois de retour à l'auberge. Il y découvre que Belcam possède une guilde d'aventuriers qui négocie des demandes dans tout le pays. Les aventuriers eux-mêmes sont divisés en plusieurs catégories, combat, soutien et divers autres rôles. Comme Takeru se trouve dans un autre monde, il veut s'essayer à l'aventure et voyager à travers le monde pendant un certain temps. Il décide de rejoindre la guilde de Belcam, mais avant cela, il lui reste encore quelque chose à faire à Tormy. Il se rend en ville et trouve d'abord quelqu'un pour traiter tous les monstres qu'il a capturés. Pendant qu'il attend que cela soit fait, il passe la nuit à faire la fête avec les villageois et à profiter d'un festin. Le lendemain matin, Takeru retourne chez le boucher, et maintenant que toutes les parties des monstres ont été traitées, il a suffisamment de nourriture et d'assaisonnement pour toute la durée de son voyage.
La femme lui dit qu'il va se sentir seul ici sans Takeru, et beaucoup d'autres villageois ont également exprimé leur souhait qu'il reste un peu plus longtemps. Takeru répond que cet endroit lui manquera aussi, mais qu'il y a beaucoup d'endroits passionnants à visiter et de nouvelles personnes à rencontrer, et qu'il ne peut donc pas s'installer ici. La femme comprend et dit qu'elle n'insistera pas davantage, mais avant que Takeru ne parte, elle veut lui donner quelque chose en plus. Elle lui tend un sac et lui dit qu'elle lui a préparé un déjeuner à emporter. En fait, elle lui a préparé une tonne de déjeuner à emporter, donc Takeru n'aura pas à s'inquiéter pour la nourriture pendant un certain temps. Après cela, il retourne dans sa chambre, et la seule chose qui lui reste à faire est de trouver à quoi servir le minerai de mithril magique. Jairam lui a dit qu'il n'avait pas les moyens de l'acheter, alors Takeru n'a aucune idée de ce qu'il est censé en faire maintenant. Il est trop précieux pour être jeté, mais comme il contient apparemment une tonne d'énergie magique, Takeru se demande s'il peut l'utiliser pour créer quelque chose d'utile pour les villageois, qui ont été si gentils avec lui. C'est alors qu'il remarque sa lampe sur la table, ce qui lui donne une idée. Il prend donc la pierre magique et essaie de la combiner avec la lanterne. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre comment faire, et après un grand éclair, un objet magique est créé. Le lendemain matin, alors que Takeru s'apprête à partir, tout le village vient lui dire au revoir. Takeru les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour lui et, pour leur montrer sa gratitude, il leur a fabriqué ceci. Il explique à tout le monde qu'il s'agit d'un objet magique qui créera une barrière autour du village afin d'empêcher toute personne mal intentionnée d'y pénétrer. Bien que tous lui soient reconnaissants pour sa gentillesse, il se demande s'il est vraiment acceptable pour eux d'accepter quelque chose d'aussi précieux. Takeru leur répond que ce n'est pas grave, car c'est le moins qu'ils puissent faire pour les remercier. De plus, il voulait s'assurer que le village serait toujours intact au cas où il reviendrait leur rendre visite. Jérôme est un peu curieux de savoir ce qui alimente l'appareil, alors il jette un œil à l'intérieur, et comme prévu, il trouve la pierre magique, qui vaut une petite fortune. Il s'apprête à dire qu'ils ne peuvent vraiment pas accepter un cadeau aussi coûteux, mais Takeru a déjà franchi la porte pendant qu'il parlait, il n'y a donc plus moyen de le lui rendre maintenant. Alors que Takeru marche en direction de Belcam, il prend un moment pour profiter du paysage paisible. Cependant, cette paix ne dure pas longtemps, car il rencontre bientôt un crabe géant au milieu de la route. Une fois le choc initial passé, Takeru examine les statistiques du crabe, qui n'ont rien de remarquable, mais dès qu'il constate que le crabe est comestible, il décide que Bee et lui mangeront des fruits de mer pour le dîner. Takeru se lance un sort d'amélioration en prévision du combat. Avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, Bee s'envole soudainement et frappe le crabe d'un cri sonique qui l'assomme. Takeru est impressionné, car il ne savait pas que Bee était capable d'une telle chose, mais le combat n'est pas encore terminé, car deux autres crabes apparaissent soudainement. Takeru pense qu'il est en sécurité au milieu de la route, car les crabes ne peuvent se déplacer que latéralement, mais il se trompe lourdement, car ces crabes sont capables d'avancer très rapidement. Ils l'encerclent tous les deux, et Takeru est sur le point d'être écrasé, mais avant que les crabes ne se rapprochent, Bee tire Takeru dans les airs, les amenant à s'écraser l'un contre l'autre. Takeru remercie Bee pour sa réactivité, mais le combat n'est pas encore terminé, car le premier crabe vient de reprendre conscience et charge Takeru sans réfléchir. Il invoque donc son bâton et frappe le crabe en plein dans les airs, le tuant enfin. Maintenant que tous les crabes ont été vaincus, il est temps pour Takeru de commencer à les préparer. Il utilise d'abord son pouvoir de durcissement sur son bras pour le transformer en couteau de fortune, puis il se met au travail et coupe toutes les pinces et les pattes. Quelques minutes plus tard, il a préparé tous les membres pour la cuisson, alors il sort une marmite géante et les y met tous. Ne lui demandez pas où il a trouvé cette marmite géante. Il ajoute de l'eau et beaucoup de sel, et après quelques heures de cuisson, la chair de crabe est enfin prête. Bee et lui se jettent dessus. Ils adorent tous les deux le goût de la chair de crabe. Alors Takeru prévoit désormais d'éliminer et de manger autant de monstres que possible afin de pouvoir goûter toutes sortes de plats délicieux. Quelques jours plus tard, Takeru et Bee arrivent aux portes de la ville de Belcam, et il est émerveillé par la magnificence des remparts de la forteresse. Il remarque qu'il y a une longue file d'attente à la porte où se déroulent les inspections, alors il s'avance pour rejoindre la file, mais avant que son tour n'arrive, il décide de dissimuler son sac magique, car il serait malvenu que les gardes découvrent qu'il dispose d'un espace de stockage infini. Une fois son tour venu, Takeru est convoqué dans une pièce séparée pour rencontrer les gardes. Tandis que l'un d'eux fouille ses affaires, l'autre lui demande ce qu'il vient faire à Belcam. Takeru explique qu'il est venu ici parce qu'il souhaite s'inscrire à la guilde des aventuriers, ce que le garde comprend parfaitement, car Belcam possède la plus grande guilde du continent. Il ne trouve pas Takeru suspect, mais il doit tout de même faire son travail, alors il lui dit qu'il va le contrôler avec Avaro. Takeru n'a jamais entendu parler d'Avaro, alors il demande au garde à quoi cela sert, et celui-ci lui explique que cela leur permet essentiellement de vérifier si une personne est suspecte ou non. Takeru ne s'en soucie pas, car c'est soit cela, soit une fouille corporelle complète. Le garde utilise donc l'appareil pour le scanner,
et après quelques secondes, il déclare qu'il n'y a rien d'anormal. Takeru est assez curieux de savoir ce que le garde a vu, alors il utilise son pouvoir pour scanner l'appareil magique et voit la fenêtre d'état qui a été montrée au garde. Elle indique simplement que Takeru peut utiliser la magie, et il est soulagé que la longue liste de capacités que le dieu lui a donnée n'apparaisse pas lors des scans normaux. Les gardes lui disent qu'il peut passer, mais ils ont une dernière question avant que Takeru ne parte. Ce n'est pas très important, mais ils se demandent pourquoi Takeru a la bénédiction des dragons sur son écran de statistiques. Takeru explique que c'est probablement à cause de son animal de compagnie, alors il demande à Bi de sortir, et les deux gardes sont émerveillés par sa beauté. Il n'y a pas de règle interdisant d'avoir des dragons comme animaux de compagnie ici, donc Takeru est autorisé à emmener Bi à l'intérieur, mais le garde lui dit qu'il va devoir mettre une sorte d'étiquette sur Bi comme preuve de propriété au cas où quelque chose arriverait dans la ville. Takeru ne sait pas trop quoi utiliser, car il n'a pas apporté de collier, mais il se souvient alors que les enfants de Paulin lui ont donné un porte-bonheur il y a quelques jours. Il le sort de son sac et le glisse sur la queue de Bi. Le garde dit que cela suffit, il ne reste plus qu'à remplir un rapport pour informer le maire qu'un dragon est entré dans la ville, mais Takeru n'a pas à s'en soucier. Ils lui rendent son sac et lui disent que s'il veut se rendre à la guilde des aventuriers, il peut y aller en suivant la route principale. Alors que Takeru fait ses premiers pas dans la ville, celle-ci s'avère encore plus incroyable qu'il ne l'avait imaginé. À ce moment-là, Bi lui montre un grand bâtiment au bout de la rue, qui doit être la guilde des aventuriers. Il y entre donc pour jeter un œil. Quelques instants plus tard, une femme nommée Europa s'approche de Takeru et lui souhaite la bienvenue à la guilde des aventuriers. Ils sont toujours heureux d'accueillir de nouveaux membres, alors elle le conduit à la réception où Takeru est présenté à la réceptionniste Ariana. Elle lui demande de remplir un formulaire avec son nom et son métier actuel, ce qui semble assez simple, mais maintenant que Takeru y pense, il ne sait pas pourquoi il est capable de comprendre la langue de ce monde. Après avoir rempli le formulaire, Ariana demande à Takeru s'il a de l'expérience au combat, et Takeru lui répond qu'il a déjà terrassé un griffon, une meute de loups et quelques crabes. Tout cela semble très impressionnant, mais Ariana pense que Takeru invente tout cela, alors elle lui demande s'il a des preuves de ses exploits. Il répond qu'il a des preuves, mais qu'elles sont assez volumineuses, alors il lui demande s'il peut vraiment les apporter ici. Ariana pense que cela ne sera pas si grave, alors elle dit à Takeru d'y aller, mais à sa grande surprise, il sort un crabe géant et le pose directement sur son bureau. Le poids du crabe écrase instantanément le bureau d'Ariana, et Takeru se rend compte qu'il a peut-être fait une erreur, mais pour sa défense, il avait prévenu que ce serait gros. Tous les membres de la guilde se rassemblent pour voir ce qui se passe, et le maître de guilde demande ce qui se passe. Takeru répond qu'il voulait juste montrer son crabe à Ariana, ce que le maître de guilde comprend, mais il se méfie du fait que Takeru possède une boîte à objets et lui demande où il l'a trouvée. Takeru répond qu'il l'a reçue en cadeau, et après avoir utilisé son pouvoir, le maître de la guilde confirme que Takeru dit la vérité. Le maître de la guilde possède un pouvoir de scan similaire à celui de Takeru, mais au lieu d'un écran de statistiques, il voit simplement une aura autour d'une personne qui lui indique si elle a de bonnes ou de mauvaises intentions, et Takeru semble inoffensif, il n'y a donc pas lieu de le punir pour une simple erreur. Il dit qu'ils peuvent évaluer le crabe et effectuer le paiement avant la fin de la journée, mais Takeru répond qu'il a en fait l'intention de manger le crabe plus tard, ce qui choque tout le monde dans la guilde. La foule commence à grossir, alors Ariana dit qu'elle va terminer l'inscription de Takeru dans la pièce voisine. Une fois à son nouveau bureau, elle lui dit que le crabe a définitivement prouvé qu'il était un combattant compétent, alors elle termine son inscription et lui tend un brassard de la guilde. Elle sait qu'il mérite un rang plus élevé, mais selon les règles de la guilde, tous les nouveaux membres doivent commencer au rang F. Cependant, avec ses compétences, il devrait pouvoir monter en grade en un rien de temps. Le lendemain, Takeru retrouve la famille de Balluri, le garçon qu'il a trouvé mort dans les bois, afin de l'informer de son décès et de lui rendre quelques-unes de ses affaires. La famille de Balluri est dévastée, d'autant plus qu'elle lui avait demandé de ne pas partir à l'aventure, mais il avait insisté pour le faire afin de payer les médicaments de son père. Takeru voit bien que le père est toujours très malade et qu'il souffre de la perte de son fils, alors il veut faire quelque chose pour aider. Il se rend ensuite à la guilde pour vendre un tas d'herbes, et le commis est ravi de voir la taille impressionnante des champignons et des feuilles. À ce moment-là, Ariana arrive au coin de la rue à la recherche de Takeru, et il semble qu'il soit devenu très populaire en ville ces derniers temps, car une tonne d'offres d'emploi ont été publiées à son nom. Takeru est heureux d'apprendre que les gens ont une si bonne opinion de lui, mais il n'a pas assez de temps pour accepter tous ces emplois, alors il lui dit qu'il n'en prendra que quelques-uns pour l'instant. Après cela, Takeru se rend au bain public pour prendre un long bain relaxant, et quelques instants plus tard, Clé entre à son tour et s'installe juste à côté de Takeru. Takeru est surpris de le voir ici, car il ne vient généralement pas à cette heure-là, mais il dit qu'il semble qu'il va bientôt pleuvoir et qu'il voulait donc prendre un bain rapide avant. Quoi qu'il en soit,
Puisque Takeru est là, Clay lui demande s'il sait utiliser la magie de guérison, car des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait soigné gratuitement un homme malade dans les bidonvilles il y a quelque temps. Takeru admet que c'est vrai, et Clay est surpris d'entendre cela, car la plupart des guérisseurs demandent des honoraires très élevés. Maintenant que Takeru y pense, il craint que les guérisseurs qui font payer leurs services lui en veuillent de leur faire concurrence, mais le fait que ce soit la seule préoccupation de Takeru ici fait rire Clay. Il encourage Takeru à passer le test d'évaluation de rang afin qu'il puisse monter en grade, mais celui-ci répond qu'il n'en a pas vraiment envie, car il est satisfait de la situation actuelle. Clay voit bien que Takeru est un type décontracté, mais il avertit qu'il finira par attirer une attention indésirable en agissant ainsi. Alors qu'il s'en va, il encourage Takeru à en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du monde. Plus tard, Takeru livre un autre lot d'herbe à la guilde, et le commis le remercie pour son travail, mais il aimerait vraiment que Takeru envisage de monter en grade, car il pourrait facilement atteindre un rang élevé. Takeru répète qu'il est heureux là où il est et qu'il n'a pas l'intention de dépasser le rang F. À ce moment-là, une grande agitation éclate dans la guilde, car une horde de gobelins a été aperçue près de la ville. Le maître de guilde ordonne immédiatement à tous les aventuriers de rang D et supérieur de se préparer au combat. Il demande ensuite à la réceptionniste s'il y a des aventuriers de rang à disponibles pour se joindre au combat, mais malheureusement, la plupart d'entre eux sont déjà en mission, et le seul aventurier de rang à restant est Clay. Le maître de guilde est soulagé de savoir qu'ils auront au moins le soutien de l'honorable roi dragon, et il demande à Musli d'aller informer Clay de la situation immédiatement. Takeru assiste à toute la scène et même s'il pourrait probablement vaincre à lui seul toute l'armée des gobelins, il n'est que de rang F, donc il se moque bien d'apporter son aide. Cependant, le maître de guilde est bien conscient de ce que Takeru essaie de faire, alors il le prend à part et lui dit qu'il participera à la mission, qu'il le veuille ou non. Peu de temps après, une fois tous les aventuriers rassemblés, le maître de guilde leur explique le déroulement de l'opération. Les lignes de front se trouvent dans les plaines méridionales de Stavlau et les gobelins vont probablement se diriger directement vers Belcam à partir de là. Ils ne peuvent pas laisser les gobelins franchir les remparts de la ville, alors le maître de guilde leur demande d'intercepter les gobelins à la rivière Zawi. Tout le monde semble enthousiaste à l'idée de défendre la ville, mais Takeru n'a vraiment pas envie d'être là. À ce moment-là, deux aventuriers à côté de lui remarquent que Takeru est de rang F et lui demandent pourquoi un faible comme lui a été autorisé à participer à une mission comme celle-ci. Le maître de guilde s'approche alors, explique qu'il ne sait pas exactement pourquoi, mais que tous les membres de son personnel n'ont cessé de faire l'éloge de Takeru, et qu'il a donc pensé que ce serait une bonne idée de l'emmener avec eux. Techniquement, il n'a pas le droit de forcer un aventurier de rang F à se battre, car l'union lui tomberait dessus, mais rien ne l'empêche de demander à Takeru de ramasser des objets de valeur sur le champ de bataille. Le maître de guilde s'éloigne alors, et Musli s'excuse auprès de Takeru car elle ne comprend pas pourquoi le maître de guilde obligerait un membre de rang F à participer à un combat, mais quoi qu'il en soit, elle promet de faire de son mieux pour le soutenir sur le terrain. Takeru ne comprend pas de quoi elle parle, alors Musli lui explique qu'elle sait utiliser un peu de magie de guérison et qu'elle l'aidera en tant que médecin. Takeru comprend pourquoi Musli a été sollicité, mais vu son enthousiasme à l'idée d'un combat mortel, il a le sentiment que quelque chose va terriblement mal tourner. Peu après, Takeru arrive à l'avant-poste avec Musli, et dès qu'ils y parviennent, elle est effrayée par un oiseau et commence à s'agripper au bras de Takeru. Il lui demande de le lâcher, mais Musli est trop terrifiée pour lâcher son étreinte. Elle continue d'insister sur le fait qu'elle n'a pas peur, mais Takeru n'est pas aveugle. Il lui dit qu'il se trouve dans un avant-poste arrière, loin de tout combat réel, et que les chances qu'elle rencontre un véritable monstre sont donc très faibles. Il lui dit qu'il n'y a rien de mal à avoir peur, car même les guerriers les plus courageux connaissent la peur, et qu'elle doit simplement faire de son mieux avec les capacités dont elle dispose. Les paroles de Takeru remontent le moral de Musli, qui promet de faire de son mieux et court se réfugier dans l'une des tentes. Quelques instants plus tard, Clay sort et trouve amusant que Takeru vienne de faire un discours sur l'importance de se battre, alors qu'il avait tout fait pour éviter de venir sur le champ de bataille plus tôt. Takeru voit l'ironie dans ses propos, mais il répond qu'il n'aime tout simplement pas s'impliquer inutilement dans des problèmes. En parlant d'éviter les combats, Takeru est surpris de voir Clay à l'arrière, car il pensait qu'il serait en première ligne avec les autres. Clay admet que certaines vieilles blessures ont recommencé à le faire souffrir, et que son corps ne fonctionne donc pas aussi bien que d'habitude. Takeru lui demande s'il parle des cicatrices qu'il a vues sur son dos lorsqu'ils étaient au bain public. Clay se fige un instant, s'attendant à ce que Takeru le méprise pour avoir des cicatrices aussi honteuses, mais celui-ci ne voit pas où est le problème. Clay explique que les cicatrices dans le dos sont une tache sur la fierté d'un guerrier, car elles signifient que vous avez été blessé en fuyant un adversaire, mais Takeru ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de honteux à cela. On voit bien que Clay a reçu ses cicatrices en essayant de protéger quelqu'un, et même s'il a été gravement blessé, il a quand même réussi à survivre, c'est donc quelque chose dont il devrait être fier. À ce moment-là, les deux hommes entendent le grondement sourd de centaines de pas qui se rapprochent.
Clay se rend compte que la formation défensive du maître de guilde sur la ligne de front a dû être percée et que l'ennemi approche, ils doivent donc se préparer au combat. Clay attrape une lance et dit à Takeru qu'il part à leur rencontre. Même si ses cicatrices lui causent encore beaucoup de douleur, il jure qu'il protégera Takeru même si son corps doit en souffrir. Takeru tente de convaincre Clay qu'il n'a vraiment pas besoin de faire cela, mais celui-ci est déjà loin. Il regarde alors vers la tente et voit Musli en train de soigner l'aventurier blessé. La voir faire tant d'efforts malgré sa peur, même alors que l'ennemi approche, le fait se sentir coupable d'avoir voulu choisir la facilité. Ici et maintenant, il décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que tout le monde rentre sain et sauf. Alors il jette un sort pour créer une barrière autour de l'avant-poste afin de protéger Musli et les autres guérisseurs, puis se dirige vers le front pour affronter les gobelins. Sur le front, les aventuriers se battent tous pour leur vie afin de tenir les gobelins à distance, mais à ce rythme, ce n'est qu'une question de temps avant que les gobelins n'envahissent la ville. Cependant, tout à coup, Takeru arrive en courant sur le champ de bataille et frappe l'un des gobelins, si fort qu'il est projeté contre un pilier de pierre. Takeru est un peu effrayé à l'idée de combattre des monstres humanoïdes, mais il n'a pas le temps de réfléchir à l'éthique de la situation, alors il demande à Bi d'éliminer les autres à sa place. Bi s'envole dans les airs et utilise la magie de la foudre pour carboniser tous les gobelins de la zone d'un seul coup. Maintenant que tout le monde est en sécurité, Takeru va voir comment ils vont et leur demande ce qui s'est passé. Diego explique que leur formation tenait bien au début, mais qu'à un moment donné, un sergent gobelin de haut rang est apparu et que les choses ont rapidement dégénéré. Heureusement, Clay est arrivé juste à temps pour les sauver du sergent gobelin et le repousser, mais les autres se sont retrouvés séparés de lui dans le chaos, et ils ne savent donc pas où il se trouve ni s'il va bien. Takeru part à la recherche de Clay, et près de la forêt, nous le voyons se battre pour sa vie, encerclé par des gobelins. Il parvient à en éliminer quelques-uns avec sa lance, mais ses blessures sont encore très douloureuses et la douleur le met à genoux. Les gobelins tentent alors de profiter de la situation et le poignardent dans le dos. Cependant, avant qu'il n'ait pu le faire, Takeru vient à la rescousse de Clay et les électrocute à mort. Clay est choqué de voir Takeru et lui dit de partir car c'est dangereux ici, mais Takari lui rappelle que c'est lui qui est gravement blessé et qu'il ne devrait pas se pousser autant. À ce moment-là, les deux hommes entendent le sergent gobelin s'approcher. Ils se jettent sur eux, mais Takeru et Clay parviennent à l'esquiver à temps. La solution la plus sûre serait de battre en retraite, mais ils n'ont aucune chance de distancer le sergent gobelin. Malgré la douleur incroyable qu'il ressent à cet instant, Clay se met en position de combat et dit qu'il retiendra le gobelin assez longtemps pour permettre à Takeru de s'enfuir, car quoi qu'il arrive, il refuse de laisser son ami mourir dans un endroit pareil. Takeru est touché par la détermination de Clay, alors il lui demande si les cicatrices sur son dos ont une valeur sentimentale pour lui. Clay trouve cette question étrange au milieu d'un combat, car ces cicatrices ne font que lui rappeler ses échecs passés, et il les déteste de tout son cœur. Takeru en déduit qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'elles soient effacées, et avant que Clay n'ait le temps de lui demander de quoi il parle, Takeru fouille dans son sac et asperge Clay avec un peu d'eau magique de Voldus. Il jette ensuite un sort de guérison totale sur Clay pour faire disparaître ses cicatrices, mais cela pourrait avoir eu des effets secondaires indésirables, car si les cicatrices ont disparu, cela a également forcé Clay à évoluer et à devenir noir. Takeru n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, tout comme Clay, mais non seulement la douleur causée par ses cicatrices a disparu, mais il se sent également plus fort que jamais pour une raison inconnue. Il décide de tester sa nouvelle force en attaquant les gobelins tout seul, et en quelques secondes, il les a tous éliminés sans même transpirer. Plus tard dans la nuit, Clay se rend dans la chambre de Takeru et il est maintenant revenu à la normale, mais il peut encore sentir une immense énergie brûler dans son corps, alors il exige de savoir exactement ce que Takeru lui a fait plus tôt dans la journée. Takeru explique qu'il a simplement utilisé de l'eau magique provenant d'un dragon ancien comme catalyseur et qu'il a lancé un sort de guérison. Clay est perplexe, alors il demande à Takeru comment il connaît un dragon ancien, et celui-ci lui explique que Voldus est le père de Bi, ce qui signifie en quelque sorte que Bi est également un dragon ancien. Clay s'assoit et prend un moment pour assimiler toutes les informations qu'il vient d'apprendre. Il est reconnaissant envers Takeru pour ce qu'il a fait pour lui, mais aucune personne ordinaire n'aurait été capable d'un tel exploit, alors Clay lui demande qui il est vraiment. Takeru se rend compte qu'il en a peut-être trop dit, mais après tout, le dieu ne lui a jamais dit qu'il devait garder son identité secrète, il n'y a donc aucune raison de la cacher à un ami de confiance. Il dit à Clay qu'il vient d'un autre monde, et Clay reste stupéfait pendant un moment, car il ne sait pas si Takeru se moque de lui ou non. Takeru l'assoit et lui explique tout ce qui s'est passé concernant sa réincarnation, mais Clay a encore du mal à y croire. Cependant, compte tenu de toutes les choses impossibles que Takeru a déjà accomplies, cela ne semble finalement pas si étrange. Clay promet de garder le secret sur les origines de Takeru, mais il lui dit qu'il doit faire plus attention à la façon dont il utilise son pouvoir, car modifier le corps de quelqu'un n'est pas une mince affaire. Elle s'appelle Ribble et c'est elle qui s'occupe de la boutique.
Il lui demande si elle a des ciseaux de cueilleur en stock, car les siens sont usés, mais malheureusement, elle lui répond qu'elle n'en vend pas. Heureusement, elle connaît un excellent forgeron qui pourrait fabriquer des ciseaux pour Takeru, mais celui-ci attend de récupérer quelques matériaux en échange. Takeru se dit prêt à écouter les détails du travail, et Ribble commence à le conduire vers l'atelier de son patron. Cependant, alors qu'il marche dans les couloirs, Takeru aperçoit un groupe de forgerons qui travaillent d'arrache-pied dans la forge. Il trouve leur travail vraiment impressionnant, et Ribble est d'accord avec lui. C'est pourquoi elle souhaite devenir une forgeronne talentueuse et forger un jour une épée digne d'un héros. Ils finissent par arriver dans le bureau du patron, et Ribble lui dit qu'elle pensait demander à Takeru de rassembler du minerai d'Ildra, très difficile à trouver, afin de pouvoir fabriquer l'épée, mais le patron refuse immédiatement, car il dit qu'il est hors de question qu'il envoie un ramasseur dans les mines. Ribble lui répond qu'il pourrait au moins essayer, et les deux se disputent à ce sujet, mais Takeru n'a aucune idée de ce qu'est le minerai d'Ildra. Le patron explique qu'il ne veut pas envoyer un cueilleur dans les mines parce qu'elles sont toujours infestées de monstres et que, selon des rumeurs récentes, il y aurait également des démons, et qu'il ne peut donc pas en toute bonne foi envoyer Takeru affronter ces créatures. Ribble admet qu'il y a eu récemment une baisse du nombre de personnes se rendant dans les mines, mais le patron suppose qu'elle n'en a pas parlé à Takeru. Il lui dit qu'un forgeron prêt à risquer la vie d'autrui pour son profit personnel n'a pas sa place derrière un marteau, et Ribble réalise qu'elle a eu tort. Elle s'excuse donc auprès de Takeru et lui dit qu'il peut oublier toute cette histoire. Cependant, celui-ci semble toujours très intéressé malgré les dangers encourus, et demande si le minerai d'Ildra est vraiment le seul minerai adapté à la fabrication de leur épée. Ribble le confirme, et Takeru propose alors de collecter le minerai dans la mine en échange d'une paire de ciseaux spéciaux forgés. Le patron demande à Takeru s'il a bien écouté lorsqu'ils ont mentionné la présence de monstres dans la mine, mais celui-ci répond qu'il peut s'occuper de tout ce qui s'y trouve et qu'ils n'ont donc pas à s'inquiéter pour lui. Pour preuve, il sort l'une des pinces de crabe qu'il garde toujours sur lui, un monstre qui donnerait du fil à retordre même à des aventuriers de Rambé. Le patron se rend alors compte que Takeru pourrait effectivement être capable de s'en occuper. Takeru part immédiatement pour les mines de Ryuei, et en chemin, les autres passagers de la calèche se mettent à discuter du fait qu'il est étrange que toutes les herbes toxiques de la région aient disparu du jour au lendemain. Takeru s'inquiète, pensant que c'est peut-être de sa faute s'il a exagéré avec la cueillette, mais il rejette immédiatement cette idée. Peu après, la calèche le dépose et il se rend compte qu'il se trouve près d'une ferme équestre, alors il va jeter un œil à l'intérieur. Là, il aperçoit par hasard la jeune elfe qu'il a rencontrée auparavant, qui semble se disputer avec le propriétaire de la ferme parce qu'elle a demandé un cheval blanc capable de galoper dans le ciel, mais que le fermier lui montre à la place un corbeau géant. Le fermier lui explique que dans cette région, un cheval est plus une catégorie qu'un nom, et que tout ce qui peut transporter des marchandises est classé comme cheval, qu'il s'agisse réellement d'un cheval ou simplement d'un corbeau. L'elfe se rend compte que c'est de sa faute, car elle n'a pas été assez précise dans sa demande, et elle s'excuse d'avoir fait toute une histoire pour cela. Le fermier lui dit que ce n'est pas grave, mais que si elle cherche un Pégase blanc, elle aura plus de chances de le trouver dans le royaume des nains. Elle décide donc de s'y rendre immédiatement, sans préparation. Takeru poursuit son voyage, et alors qu'il traverse la forêt, il se rend compte qu'il y a plein d'ingrédients précieux partout. Il trouve même un champ d'herbes de lune et passe les minutes suivantes à en cueillir. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, il entend un grognement familier provenant du coin de la forêt. Lorsqu'il va voir, il trouve l'elfe affalée contre un arbre, sur le point de mourir de faim. Il lui donne de la nourriture et de l'eau, et elle lui est très reconnaissante de son aide, alors elle lui tend la main pour lui serrer la main. Cependant, elle sent toujours très mauvais, et Takeru refuse d'être exposé plus longtemps à cette odeur nauséabonde, alors il utilise Clean sur elle. Elle se présente comme Velvrita Brolita et remercie Takeru pour sa gentillesse envers elle, tant aujourd'hui qu'à l'époque. Takeru lui dit qu'elle n'a pas besoin de le remercier et commence à s'éloigner, mais Brolita l'arrête car elle veut le remercier. Takeru lui répond qu'il ne l'a pas aidé dans l'espoir d'une récompense, mais Brolita lui dit alors qu'elle l'accompagnera dans son voyage pour l'aider autant qu'elle le pourra. Takeru lui dit qu'elle n'a vraiment pas besoin de faire ça, mais elle insiste, alors il décide de la laisser faire ce qu'elle veut. Au cours des heures suivantes, Takeru passe son temps à cueillir d'autres herbes dans la forêt, et Brolita fait de son mieux pour l'aider, mais elle ne cesse de ramasser des choses inutiles. Peu après, il est temps pour eux d'installer leur campement, alors Brolita lui demande si elle doit aller chercher du bois pour lui. Takeru lui répond qu'il n'a pas besoin d'elle, car il a déjà des pierres magiques pour faire du feu. Cependant, Brolita lui dit qu'il est important de laisser des traces d'un feu de camp sur des chemins comme celui-ci, car cela montrera aux autres voyageurs que c'est un endroit sûr pour camper. Takeru se rend compte qu'elle a raison, alors Brolita part dans les bois et revient peu après avec une énorme bûche sur l'épaule. Takeru lui dit qu'ils ne peuvent pas utiliser quelque chose d'aussi gros comme bois de chauffage, mais Brolita répond qu'elle n'a pas encore fini. Elle jette la bûche en l'air, puis sort ses lames et la découpe en dizaines de morceaux plus petits d'un seul coup. Takeru est très impressionné,
car il ne savait pas que Brolita était si douée, mais il est encore plus étonné par le fait que ses armes soient de rang A, car c'est la première fois qu'il voit des armes aussi bien classées. Ce soir-là, Takeru prépare une soupe, et dès que Brolita y goûte, elle est stupéfaite, car elle n'a jamais rien mangé d'aussi bon auparavant. Pendant qu'il mange, elle lui demande s'il se rend également au royaume des nains, et Takeru lui explique qu'il a accepté un travail consistant à collecter du minerai d'Ildra dans les mines de Ryuei qui s'y trouvent. Quant à Brolita, elle dit qu'elle voyage à la recherche d'un Pégase blanc, car c'est le plus grand souhait de sa sœur et elle veut le voir se réaliser. Cela dit, elle s'est une fois de plus régalée de la cuisine de Takeru, et sa dette envers lui s'est encore alourdie, elle doit donc le rembourser d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, Takeru lui demande s'il peut l'engager comme garde du corps, car il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas encore dans le domaine de l'aventure. Elle lui répond qu'elle serait ravie d'être sa garde du corps, et pour la première fois, Takeru remarque que lorsqu'elle n'est pas sur le point de mourir de faim, Brolita est en fait très jolie. Cependant, cette nuit-là, il ne dort presque pas, car Bi et Brolita ronflent beaucoup trop fort. Le lendemain, ils poursuivent leur voyage jusqu'à ce qu'ils aperçoivent le royaume nain de l'autre côté de la rivière. Une fois arrivés, ils se rendent immédiatement dans une taverne pour déguster des spécialités locales. On leur sert de la viande enveloppée dans des jupes, une spécialité naine, et dès que Takeru y goûte, il adore le goût. Brolita dit que c'est aussi bon que son ami le lui avait dit, et Takeru lui demande de quel ami il s'agit. Elle lui répond qu'il s'agit d'un homme lézard qu'elle connaît. Il dit que c'est une coïncidence, car il connaît lui aussi un homme lézard, qui est d'ailleurs assis juste derrière lui depuis le début. Takeru est surpris de voir Clay ici, et Clay lui demande pourquoi il a quitté la ville sans même le prévenir. Il explique toute la situation à Clay, qui comprend, mais le rang de Takeru est encore trop bas pour accepter officiellement un travail comme celui de collecter du minerai d'Ildra dans les mines, il ne pourra donc pas le signaler à la guilde pour évaluation. Il demande à Takeru s'il en tire au moins une bonne récompense, et celui-ci explique que Grusa a accepté de lui fabriquer une superbe paire de ciseaux en échange du minerai. Clay ne sait pas quoi dire, car ce n'est pas du tout un échange équitable, mais Takeru insiste sur le fait qu'une bonne paire de ciseaux est essentielle pour un collecteur. Si Takeru est vraiment d'accord pour ne recevoir qu'une paire de ciseaux, alors Clay n'a aucune raison d'essayer de le convaincre du contraire, mais il dit qu'il aimerait accompagner Takeru dans sa mission. Il avait de toute façon l'intention de se rendre bientôt en ville pour faire réparer sa lance, alors il dit à Takeru de considérer cela comme un petit détour. Avant que Takeru n'ait le temps de refuser l'offre, Brolita intervient soudainement et dit que Clay pourrait également devenir le garde du corps de Takeru. Il semble donc qu'il va devoir rester avec eux pendant un certain temps. Le lendemain matin, ils se rendent tous à l'entrée de la ville de Vosrol, où une longue file d'attente s'est formée. Il semble donc qu'ils devront patienter un certain temps avant de pouvoir entrer. Cependant, Takeru remarque alors que Clay discute avec les gardes, et quelques minutes plus tard, ils sont autorisés à passer devant tout le monde et à entrer directement, car Clay est très connu. Une fois à l'intérieur, le garde informe Clay que le roi souhaite le recevoir en audience. Takeru est surpris, car il ignorait que Clay connaissait le roi du royaume des nains. Clay répond que c'est une longue histoire, mais le garde explique que c'est en fait assez simple. Clay les a autrefois sauvés du roi du tonnerre Zangom, et depuis, il est vénéré comme un héros. Cependant, Clay explique qu'il n'a en réalité rien fait. Les nains sont doués pour fabriquer des armes, mais ils ne savent pas les manier pour se protéger, ce qui les conduit souvent à être réduits en esclavage par un démon. Puis, un jour, Clay passait par là, et dès que le démon l'aperçut, il s'enfuit immédiatement car il ne voulait pas se battre. C'est pourquoi les nains le considèrent comme leur héros. Ils ont même érigé une statue en son honneur, mais ils ne sont apparemment pas très doués en sculpture, car elle ressemble plus à un T-Rex qu'à Clay. Peu après, Clay et les autres se rendent au château pour rencontrer le roi Zeph, et Clay demande immédiatement qui a eu l'idée de faire une statue de lui qui ressemble à ça. Zeph répond en plaisantant qu'il trouvait juste que ça aurait l'air cool. Takeru remarque que Clay et Zeph semblent très proches, mais il doit interrompre leur conversation car il a une lettre d'introduction à remettre au roi. Elle vient de Grazu et demande essentiellement la permission pour Takeru de se rendre dans les mines. Le roi répond que cela ne lui poserait normalement aucun problème, mais qu'il y a quelques mois, la mine est devenue le repère d'innombrables démons, et qu'il s'inquiète donc pour la sécurité de Takeru. Il lui demande s'il est sûr de vouloir y aller malgré les risques encourus, et Takeru le confirme. Le roi leur donne alors la permission, à lui et à ses amis, d'entrer dans la mine et de découvrir la vérité derrière l'infestation de démons. Clay répond immédiatement qu'il comprend, mais Takeru reste sans voix, car enquêter sur les démons ne faisait pas partie de son programme pour aujourd'hui. Il se dirige finalement vers l'entrée de la mine, et le réceptionniste en chef de la guilde locale ouvre la porte pour les laisser entrer. Takeru crée un sort de lumière pour éclairer la zone, mais d'après ce qu'il peut voir, il n'y a pas beaucoup de minerais ici, alors il demande au guide s'ils peuvent aller un peu plus loin. Le guide accepte, mais tout à coup, Bi sent quelque chose approcher.
Takeru utilise alors son pouvoir de scan et se rend compte qu'ils sont attaqués par 2 araignées géantes. Clay intervient et utilise sa lance pour transpercer la bouche de la première, tandis que Takeru utilise la magie pour paralyser la seconde, ce qui laisse suffisamment de temps à Brolita pour la découper en morceaux. Le problème des araignées est donc réglé. Plus il s'enfonce dans la mine, plus l'énergie magique semble forte, et Takeru commence à remarquer des traces de minerais d'Hildra dans les parois, mais elles ne sont pas assez importantes pour répondre à ses besoins. C'est alors qu'il remarque quelque chose enfoui profondément dans le mur. Il lance alors un sort explosif dessus, révélant un énorme filon de minerai d'hydrite. Ce n'est pas du minerai d'Hildra, mais c'est encore plus rare et précieux, et le guide lui dit que c'est une découverte incroyable. Cependant, à ce moment-là, Bi avertit Takeru que quelque chose approche, et les yeux du guide deviennent blancs lorsqu'il se rend compte qu'il s'agit d'un démon. Après l'avoir bien observé, Takeru dit à tout le monde de reculer car il a l'intention de s'en occuper lui-même, non pas parce qu'il déteste les démons, mais parce que le démon en question est un crabe, et que lui et Bi ont hâte de le manger. Takeru demande à Bi de lui fournir un tir de couverture pendant qu'il se précipite pour attaquer, mais il rappelle à Bi de ne pas utiliser d'attaque de feu ou de foudre, car ils ne veulent pas détruire la chair juteuse du crabe. Bi utilise un cri sonique pour désorienter le crabe pendant que Takeru court vers lui et lui assène un coup sur la tête avec son bâton. Cependant, celui-ci est beaucoup plus résistant que les autres qu'il a affrontés par le passé, et il reçoit un coup au visage, mais il n'abandonne pas pour autant. Le crabe tente de lui marcher dessus, mais Takeru parvient à rouler sur le côté à temps, et Bi en profite pour geler la patte du crabe. Cela donne une idée à Takeru, qui forme plusieurs aiguilles de glace et les lance toutes sur le crabe, le gelant complètement. Brolit est impressionné par la facilité avec laquelle Takeru a vaincu le monstre crabe, mais Clay, quant à lui, est furieux et demande à Takeru pourquoi il a choisi de combattre cette créature tout seul. Takeru répond qu'il s'est laissé emporter et qu'il ne voulait pas que Clay ou Brolit l'aident, car il craignait que leurs armes sales ne gâchent la chair du crabe. Clay est choqué d'apprendre que Takeru a l'intention de manger cette créature, mais il rappelle à Takeru qu'il est là pour le protéger et que son travail consiste à se battre et à le défendre à tout moment, et qu'il devrait donc apprendre à compter davantage sur ses amis. Takeru n'avait pas vraiment besoin d'aide pour vaincre le monstre crabe, mais il comprend le point de vue de Clay, alors il s'excuse et promet de compter davantage sur lui à l'avenir. Clay est heureux de l'entendre, alors il dit qu'il devrait probablement commencer à transporter le monstre crabe hors d'ici s'il prévoit de le manger. Peu de temps après, Takeru et les autres ont déplacé le corps du crabe et sont actuellement occupés à extraire des gemmes. Ils ont déjà rassemblé toutes les pierres précieuses de la zone, mais Takeru dit qu'il y a de fortes chances qu'il trouve un filon encore plus important s'il creuse un peu plus profondément. Le guide est extrêmement reconnaissant envers Takeru, car non seulement il s'est occupé du démon qui terrorisait cet endroit, mais il leur a également trouvé un nouveau filon de minerai, et il ne sait pas comment il pourrait le remercier. Plus tard, Takeru et les autres retournent au château pour rencontrer le roi, et Zambo l'informe des exploits de Takeru. Le roi est émerveillé par tout ce que Zambo lui raconte, et pour prouver ses exploits, Zambo demande à Takeru de montrer au roi le monstre crabe qu'il a capturé. Takeru lui demande s'il est sûr de cela, mais le roi semble vouloir le voir, alors il ouvre sa boîte à objets et pose le crabe sur le sol. Le roi est impressionné par la taille du monstre et dit à Takeru qu'il mérite une récompense pour avoir si bien réussi à le capturer. Dans ce cas, Takeru demande s'il peut prendre le corps du crabe comme récompense, et le roi est déconcerté par cette demande étrange, mais il n'y voit aucun inconvénient. Quelques minutes plus tard, Takeru et les autres sortent du château, et Takeru et Bi ont du mal à s'empêcher de saliver à l'idée de tous les délicieux crabes qu'ils vont bientôt manger. De plus, sa carapace dure constituera un bon matériau de base pour les ciseaux que Takeru a demandé, donc ce voyage s'est avéré très fructueux pour lui. Pour couronner le tout, le lendemain, le roi prépare un Pégase blanc pour Brolit en guise de récompense, car il a entendu dire qu'elle en cherchait un, mais maintenant que j'y pense, elle n'a pas vraiment fait grand-chose pendant son séjour ici. Le roi a également fait réparer la lance de Clay, et celui-ci est très satisfait du résultat. Brolit dit qu'elle doit rentrer chez elle, car le Pégase est un cadeau de sa sœur, et elle ne peut exprimer à quel point elle est reconnaissante à Takeru pour tout ce qu'il a fait. Il essaie de lui dire que ce n'est pas grave, mais elle insiste pour trouver un moyen de le remercier, même si cela lui prend le reste de sa vie. Plus tard, Takeru et Clay retournent à la guilde, et il est accueilli par Ariana dès qu'il entre. Elle est heureuse de le voir de retour, mais elle est surprise de voir Clay avec lui, alors elle leur demande s'ils ont formé un groupe ensemble ou quelque chose comme ça. Takeru s'apprête à lui dire qu'ils se sont simplement croisés par hasard, mais Clay l'interrompt et dit qu'ils ont effectivement formé un groupe. Ariana est ravie d'apprendre cela, et avant que Takeru n'ait pu lui dire qu'il n'avait en fait pas formé de groupe, elle est déjà partie en courant pour informer le maître de la guilde. Takeru se tourne alors vers Clay et lui demande pourquoi il a dit une chose pareille, mais Clay répond qu'il n'y a pas de mal à cela. De plus, il sait déjà très bien que Takeru n'est pas un humain ordinaire et qu'il a tendance à s'attirer des ennuis, donc Clay pense que ce serait une bonne idée de garder un œil sur lui.
Même si Takeru n'aime pas qu'on lui impose quoi que ce soit, il admet que l'idée d'avoir Clay comme coéquipier n'est peut-être pas si mauvaise. Les deux hommes s'assoient donc pour discuter et finissent par se mettre d'accord pour former le groupe Black Azure Dragon. Ensuite, Takeru se rend à la forge pour livrer les matériaux qu'il a rassemblés, et dès que le patron voit toute l'îldrite pure que Takeru a récoltée, il reste sans voix. Takeru commence à s'inquiéter, pensant que quelque chose ne va pas, car il pensait que l'îldrite pure serait préférable au minerai d'Ildra ordinaire, mais maintenant, il n'en est plus si sûr. Il leur demande s'ils peuvent terminer le projet qu'ils ont prévu en utilisant le minerai d'Ildrite, et Ribble et Gazu versent tous deux des larmes de joie, car ils n'auraient jamais pensé mettre la main sur de l'Ildrite aussi pure. Takeru est heureux de voir qu'il semble satisfait de ce qu'il leur a apporté, même s'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi ému. Une fois que Ribble et Gazu ont cessé de pleurer, ils se tournent vers Takeru et lui disent que, bien qu'ils lui soient reconnaissants, avec autant de pierres, ils n'ont pas assez d'argent pour le payer à la hauteur de la valeur de l'Ildrite qu'il leur a apporté. Cependant, Takeru leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de le payer, car tout ce qu'il veut, c'est une paire de ciseaux personnalisés qu'il sera le seul à pouvoir utiliser, mais avant cela, il souhaite qu'ils prennent cette îldrite et l'utilisent pour fabriquer la meilleure épée qui soit afin de remporter le concours de fabrication d'épées. Un demi-mois plus tard, Takeru est à la taverne en train de savourer une bonne chope de bière quand, tout à coup, il est interrompu par Wade. Wade lui dit qu'une personne importante le cherche et qu'elle a laissé cette lettre à Takeru pour lui demander de la rencontrer. Clay jette un œil à la lettre et reconnaît l'emblème de la maison de Luzelvac. Wade explique que la lettre provient du seigneur de ce territoire, et Takeru n'aime pas trop cette idée, car cela semble être une source de tracas. Il commence à réfléchir à des moyens de se dérober, mais Wade lui assure que même si le seigneur en question est un noble, il n'est pas désagréable, et qu'il ne devrait donc y avoir aucun problème à ce que Takeru le rencontre. Takeru se fie à la parole de Wade et ouvre la lettre pour voir ce qu'elle contient. Il s'agit d'une invitation officielle adressée à Takeru et Clay à se rendre au manoir du Seigneur afin qu'ils puissent leur rendre hommage. Clay est surpris de voir son nom également mentionné dans la lettre, mais Wade lui explique que le Seigneur a probablement entendu parler du groupe formé par Takeru et Clay et qu'il a voulu les inviter tous les deux. L'idée de recevoir des honneurs semble séduisante, mais Takeru a le sentiment qu'il s'agit simplement d'un prétexte pour le faire venir. Clay est d'accord et dit qu'il est probable que le Seigneur veuille simplement voir Bee, car il est rare d'apercevoir un bébé dragon, mais cela inquiète Takeru, car il ne veut pas risquer que le Seigneur lui enlève Bee. Wade le rassure en lui disant que le Seigneur n'est pas ce genre de personne et qu'il n'a de toute façon pas le pouvoir de saisir l'animal de compagnie de quelqu'un. Takeru a toujours des réserves, mais il finit par accepter la rencontre. Lui et Clay montent donc dans la calèche du noble et se dirigent vers le manoir. Pendant le trajet, Takeru remarque que beaucoup de gens semblent les regarder, mais Clay lui explique que c'est normal, car il est rare que quelqu'un soit convoqué au manoir du Seigneur. Takeru demande pourquoi, et Clay lui explique que si le Seigneur décide de vous soutenir, toute votre carrière d'aventurier s'en trouve améliorée, et que presque tous les aventuriers rêvent d'une telle opportunité. En arrivant au manoir, Takeru est impressionné par la grandeur du bâtiment. À la porte d'entrée, ils sont présentés à Raymond, le majordome en chef du manoir. Il les conduit à l'intérieur du bâtiment et, juste après l'entrée, Takeru découvre une rangée de servantes alignées pour l'accueillir. Il est fasciné par l'organisation parfaite qui règne ici. Alors qu'il se dirige vers l'escalier, un homme passe par là, mais au lieu de saluer les invités, il leur jette un regard de travers et fait comme s'il n'existait pas. Takeru décide de l'ignorer, car ce manque de respect ne le dérange pas vraiment, mais un instant plus tard, une petite fille descend les escaliers en courant et commence à exiger qu'il lui remette Bee, car elle le veut. Takeru lui répond froidement que cela n'arrivera pas, et la fille semble sincèrement choquée que Takeru ne veuille pas lui donner son animal de compagnie. Elle commence à expliquer que les dragons sont des créatures nobles et qu'à ce titre, elle est la seule à mériter d'avoir Bee, mais elle parle comme si elle avait répété un script. Pendant qu'elle parle, Takeru jette un œil à sa fenêtre de statistiques. Il découvre qu'elle s'appelle Tiari et qu'elle est la fille du Seigneur, mais elle ne semble pas être une mauvaise personne, alors il s'agenouille et lui demande pourquoi elle pense mériter Bee. Tiari devient un peu nerveuse et explique que Bernard lui a dit que tous les aventuriers sont des voyous et que si on leur dit quoi faire, ils seront obligés d'obéir. Cela explique en grande partie le comportement de Tiari, et il se rend compte que Bernard doit lui remplir la tête de bêtises, mais il n'a aucune idée de qui il s'agit. Pour l'instant, il explique à Tiari que Bee fait partie de sa famille, et qu'il n'y a rien au monde qui pourrait le pousser à abandonner Bee. Après avoir entendu Takeru dire que Bee faisait partie de sa famille, elle comprend enfin que lui demander de lui remettre Bee revient à lui demander d'abandonner sa famille, et elle n'accepterait jamais cela. Takeru lui demande pourquoi elle voulait tant un dragon, et Tiari explique qu'elle voulait le montrer à sa mère, car c'est l'un de ses plus grands souhaits, mais y penser la rend triste. À ce moment-là, un homme s'approche et remarque que Tiari a l'air triste. Alors il lui demande ce qui ne va pas. Tiari se tourne vers l'homme et l'appelle « père », et Takeru comprend alors qu'il doit être le Seigneur. Il est sincèrement surpris, car il s'attendait à voir un homme chauve et gros, ou quelque chose du genre.
Le seigneur se présente sous le nom de Belminant, et après s'être installé pour prendre le thé avec Takeru et Clay, il s'excuse pour le comportement grossier de sa fille tout à l'heure. Takeru répond que ce n'est pas grave, et Clay demande à Belminant pourquoi il les a convoqués ici. Il explique alors qu'il s'agit de sa femme, Melitria. Il explique que sa femme est alitée depuis 6 mois et qu'il a récemment entendu des rumeurs selon lesquelles Takeru aurait guéri un homme fragile et malade en une nuit. Il espère donc que Takeru pourra faire quelque chose pour sa femme grâce à son pouvoir. Takeru est conscient que sa magie est suffisamment puissante pour guérir la plupart des maux, mais la dernière fois qu'il l'a utilisée, il a fini par faire évoluer Clay, et il s'inquiète donc de ce qui pourrait arriver s'il l'utilisait sur Melitria. Belminant poursuit en expliquant que si Tiari voulait le dragon de Takeru, c'est parce que dans quelques jours, elle devra retourner à son école dans la capitale royale, et elle pensait que si elle laissait une adorable créature aux côtés de sa mère, cela lui remonterait peut-être le moral. Elle peut parfois se tromper, mais au fond, c'est une gentille fille, et cette histoire fait pleurer Clay et Bee. Takeru finit donc par accepter de l'aider, mais il craint toujours que cela ne lui cause des problèmes à l'avenir. Belminant est ravi d'apprendre que Takeru est prêt à aider, alors il le conduit dans la chambre de sa femme et lui dit qu'il a amené quelqu'un qui pourrait la guérir. Tout d'abord, Takeru l'examine, et lorsqu'il jette un œil à sa fenêtre d'état, il se rend compte que c'est pire qu'il ne le pensait. Il ne sait pas comment, mais elle souffre d'une longue liste de maladies mortelles. Pour n'en citer que quelques-unes, elle souffre de cataractes sévères, d'anémie, d'une intoxication rénale et hépatique, et ce ne sont que les premières. C'est un miracle qu'elle soit encore en vie, mais il devrait pouvoir guérir la plupart de ses maux. Cependant, il y a ici quelque chose appelé empoisonnement à l'ivoire, dont il n'a jamais entendu parler auparavant, et il n'est donc pas sûr que sa magie puisse y remédier. Quoi qu'il en soit, il ne le saura pas tant qu'il n'aura pas essayé, alors il demande à Belminant s'il est prêt à lui confier la vie de sa femme, et lui et Melitria acceptent de faire confiance à Takeru. Clay lui demande s'il a l'intention d'utiliser la même technique que celle qu'il a utilisée pour le guérir à l'époque, mais Takeru répond qu'il ne peut pas, car cela sollicite beaucoup le corps, et dans l'état actuel de Melitria, elle ne pourrait en aucun cas le supporter. Il va donc essayer quelque chose de différent, mais il doit d'abord s'occuper de cette pièce sombre et lugubre. Comme toutes les fenêtres sont fermées afin de protéger les yeux sensibles de Melitria, il va commencer par là. Il pose sa main sur son visage et lance un sort de guérison, mais s'il en utilise trop d'un coup, il pourrait accidentellement lui faire mal, il doit donc être très prudent. Une fois qu'il a terminé, il demande à Melitria d'ouvrir lentement les yeux, et lorsqu'elle le fait, elle est stupéfaite de réaliser qu'elle peut à nouveau voir. Takeru est heureux de l'apprendre, car cela signifie qu'elle n'a plus besoin que la pièce soit aussi sombre. Il sort donc son bâton et utilise une magie pure pour éliminer toute la poussière et ouvrir les fenêtres afin de laisser entrer la lumière du soleil. Melitria est ravie de pouvoir profiter du soleil sans que ses yeux ne brûlent, et tout cela grâce à Takeru. Mais même s'il aimerait s'occuper de ses autres maux, il ne peut pas le faire pour l'instant, alors il demande à parler à Belminant en privé pendant un moment. Belminant accepte de l'accompagner, et une fois seul, Takeru l'informe que sa femme souffre d'un empoisonnement à l'ivore et que, d'après ce qu'il sait, elle l'a contracté en ingérant des toxines d'ivore. Belminant s'apprête à dire qu'il est impossible que Melitria ait été assez imprudente pour manger cette toxine, mais il se rend alors compte que quelqu'un a dû l'empoisonner, et il n'arrive pas à croire qu'il ne s'en soit jamais aperçu. Il demande s'il peut faire quelque chose, mais comme Takeru n'a aucune idée du fonctionnement des toxines ivores, il ne peut pas la guérir. Il demande à Belminant s'il peut se procurer un antidote, mais celui-ci lui répond que c'est impossible. La toxinivore est un ancien poison interdit qui a été perdu au fil du temps, et de ce fait, la recette de l'antidote a également été perdue, si bien que personne ne sait plus comment le fabriquer. Cependant, Belminant sait où il pourrait trouver des indices. Il sort donc tous les anciens registres de la bibliothèque, explique qu'ils contiennent les notes de tous les anciens seigneurs. Il pourrait donc y trouver des informations sur la toxinivore, mais il y a un petit problème. Tous les livres sont écrits dans une langue ancienne que personne n'a réussi à déchiffrer depuis des décennies. Cependant, grâce à ses compétences en traduction, Takeru est capable de comprendre l'écriture sans trop de difficultés, mais lire tous ces livres pour trouver des informations sur le poison ivore prendrait une éternité, il aimerait donc pouvoir rechercher des mots-clés ou quelque chose qui faciliterait sa tâche. C'est alors qu'il a l'idée de modifier sa compétence de recherche et de l'utiliser pour identifier le livre qui contient des informations sur le poison ivore. Oui, si la recherche est si flexible, il pourrait probablement l'utiliser pour trouver directement le poison ivore, mais il n'y a pas pensé. Après avoir activé sa recherche, l'un des livres s'illumine. Il le feuillette et finit par trouver une section qui contient des informations sur le poison. Il s'agit du journal intime d'un garçon nommé Polopola, qui raconte comment il est tombé par hasard sur un champ de fleurs d'ivore près d'un lac avec un rocher en forme de cheval à proximité, et Clay sait justement où se trouve ce lac. Il l'a vu lors d'un de ses voyages dans un petit village, alors il le montre sur une carte et dit aux autres que le village s'appelle Azit.
Bellemin se rend compte qu'Azit se trouve dans la région de Venown, en dehors du territoire de l'Uzelvac, et qu'il faudrait au moins 5 jours de voyage pour s'y rendre. Dans ce cas, Takeru dit qu'il partira immédiatement, car il n'y a pas de temps à perdre. Alors que les chevaux sont préparés pour le départ de Takeru, Bernard observe la scène depuis la fenêtre, l'air méprisant. Quant à Takeru, il se trouve près d'un des murs du château, en train de poser des cristaux magiques. Belminan vient le trouver et lui demande ce qu'il fait. Takeru lui explique qu'il mettait juste en place une petite protection, car il est possible que quelqu'un tente de nuire à Melitoria pendant son absence. À ce moment-là, Tiari arrive en courant pour voir Takeru, car elle veut s'excuser pour son comportement plus tôt. Il est venu ici pour sauver sa mère, mais elle s'est montrée très grossière envers lui sans raison, et elle se sent très mal à ce sujet. Cependant, Takeru lui dit que ce qui importe, c'est qu'elle ait su reconnaître son erreur et corriger son comportement. C'est une compétence très importante que de pouvoir réaliser que l'on peut se tromper sur quelque chose, et Tiari est donc en bonne voie pour mener une vie riche et épanouie. Il demande à Tiari de désormais réfléchir par elle-même avant d'agir, et elle promet de ne plus refaire la même erreur. Il y a une dernière chose qu'il veut dire avant de partir. Alors il dit à Tiari que pendant son absence, une certaine personne pourrait essayer de lui dire que Takeru est un ennemi ou qu'il la trompe, et si cela arrive, il veut que Tiari évite de donner une réponse immédiate et qu'elle en parle d'abord à son père. Tiari promet de garder cela à l'esprit, alors Takeru et Clay partent, et pour que le voyage soit le plus rapide possible, il jette un sort d'accélération sur les chevaux. Au cours des jours suivants, les deux hommes se rendent au village d'Azit, mais lorsqu'ils y arrivent enfin, ils découvrent un terrain vague désertique. La dernière fois que Clay était venu ici, cet endroit était un village agricole luxuriant, mais il semble qu'il n'y ait pas plu depuis longtemps, et Takeru commence à s'inquiéter que le lac qu'il recherche est déjà séché. Clay ne pense pas que ce soit un problème majeur, car les lacs ne s'assèchent généralement pas aussi rapidement, mais lorsqu'ils arrivent enfin au lac, celui-ci ne semble pas s'être asséché, mais l'eau a l'air bizarre. Takeru l'examine, et d'après ce qu'il peut voir, l'eau semble avoir été contaminée et la personne responsable l'a certainement fait intentionnellement. À ce moment-là, Takeru et Clay sont acculés par un groupe de villageois qui semblent plutôt malades, mais qui sont déterminés à défendre leur village et exigent de savoir ce que Takeru et Clay font ici. Takeru comprend que les villageois essaient simplement de protéger leur foyer, alors il leur explique calmement que Clay et lui sont des aventuriers venus de Belcam et qu'ils sont ici pour une mission visant à collecter un matériau rare. Les villageois semblent sceptiques, alors ils demandent à Takeru et Clay de prouver qu'ils sont vraiment des aventuriers. Clay leur montre son brassard de rang, à comme preuve. Les villageois réalisent alors qu'ils sont vraiment des aventuriers et lâchent leurs tuyaux, mais alors que Takeru leur demande s'ils ont des informations utiles à lui donner, ils remarquent que l'un d'eux tombe par terre. En allant voir le garçon, il se rend compte qu'il semble beaucoup trop léger pour un enfant en pleine croissance. Il se tourne vers les adultes et leur demande s'ils ont eu assez à manger ces derniers temps, mais la réalité est bien pire qu'ils ne le pensaient. Les villageois expliquent qu'il y a environ 10 mois, l'eau de leur lac a soudainement été contaminée, les rendant impropres à la consommation, et que la même chose s'est produite avec leurs puits, les laissant sans source d'eau pour leur population et leur culture. Cependant, un marchand nommé Angash est soudainement apparu et leur a proposé son aide en échange d'une fleur spéciale qui pousse près du lac. L'emplacement de cette fleur est un secret du village, ils ne pouvaient donc pas lui dire où elle se trouvait, mais ils étaient désespérés et ont fini par conclure un accord avec lui. En échange d'une fleur par mois, Angash leur a proposé de leur donner 60 barils d'eau, mais cette eau n'était pas suffisante pour leur permettre de boire et de cultiver leurs champs en même temps, ils ont donc lentement commencé à mourir de faim depuis des mois. Après tout ce que les villageois ont raconté à Takeru, il est clair pour lui qu'Angash est derrière tout cela, alors il leur dit que cet homme est sans aucun doute malfaisant. Les villageois n'arrivent pas à y croire, car ils pensaient qu'il essayait simplement de les aider, mais Takeru leur fait remarquer que lorsqu'il inspectait le lac plus tôt, il a trouvé des indices suggérant que le lac avait été délibérément contaminé. De plus, il est terriblement commode qu'Angash se soit présenté juste après la contamination du lac, et même si ce n'était qu'une coïncidence, toute personne qui souhaite être payée avec une toxine nocive est suspecte. Le chef du village est mortifié de réaliser qu'Angash les a utilisés depuis le début, et Takeru est furieux de toutes les souffrances que ce marchand a causées. Non seulement il est probablement impliqué dans l'empoisonnement de Melitoria, mais il a aussi pratiquement détruit ce village et affamé les enfants qui y vivent, juste pour mettre la main sur la fleur d'ivoire. Takeru jure qu'il ne laissera pas Angash s'en tirer comme ça, mais il doit d'abord s'occuper des villageois. Il demande donc à Bi de s'envoler dans les airs et d'utiliser sa magie spirituelle. Bi comprend ce que Takeru essaie de faire, alors il s'envole dans le ciel et utilise sa magie pour former des nuages de pluie au-dessus du village. Il commence bientôt à pleuvoir, fournissant aux villageois suffisamment d'eau propre pour tenir un certain temps, mais il n'en a pas encore fini. Il utilise ensuite son sort de purification pour nettoyer tous les villageois, car ils n'ont pas eu d'eau pour se laver depuis des mois, et enfin, il utilise sa magie de réparation pour restaurer toute leur maison.
Il sort également une marmite géante et prépare un repas pour les villageois, car ils n'ont pas mangé correctement depuis longtemps, et le chef du village lui en est extrêmement reconnaissant. Les enfants du village ont vraiment pris Takeru en affection, alors ils lui proposent de lui montrer leur cachette secrète dans les bois. Takeru les suit, et ils finissent par le conduire à un ancien entrepôt où sont stockés les fruits de l'Ita. Takeru est surpris de voir autant de fruits stockés alors que le village mourait de faim avant son arrivée, mais les enfants lui expliquent qu'ils sont beaucoup trop salés pour être consommés normalement et qu'ils n'ont pas d'eau pour les diluer, ce qui les rend pratiquement inutiles. Takeru décide de les goûter, et dès qu'il les goûte, ses yeux s'illuminent, car même s'ils ne sont pas propres à la consommation, il pourrait probablement les transformer en sauce soja. Pendant ce temps, à l'arrière-plan, une alarme se déclenche soudainement, et dès que Tiari l'entend, elle se met à courir, car elle sait ce que cela signifie. Avant de partir, Takeru a installé une barrière autour de la chambre de Meliteria et lui a expliqué qu'une alarme se déclencherait si quelqu'un s'approchait d'elle avec des intentions malveillantes. Cela signifie donc que quelqu'un est en train d'essayer de tuer sa mère. Une fois arrivé dans la chambre de sa mère, Tiari trouve Bernard à la porte et comprend enfin ce qui se passe. Personnellement, je n'attendrai pas d'entendre ce qu'il a à dire, mais Tiari a du mal à croire que Bernard puisse la trahir ainsi, alors elle lui demande s'il essaie vraiment de tuer sa mère. Bernard nie catégoriquement, mais Tiari fait remarquer que la barrière mise en place par Takeru ne se déclenche que si elle détecte une intention malveillante, donc il devait avoir l'intention de faire du mal à Meliteria. Bernard tente de tromper Tiari en lui disant qu'elle ne doit pas croire ce qu'un aventurier ignorant lui raconte, car il essaie juste de leur soutirer autant d'argent que possible, mais Tiari ne se laisse pas avoir. Son père arrive bientôt et comprend immédiatement ce qui se passe, mais comme Bernard insiste sur son innocence, Belminan décide de lui accorder un procès équitable. Bernard se défend en affirmant que Takeru a dû mentir au sujet de la barrière détectant les intentions malveillantes, mais Belminan a du mal à le croire, car Takeru a réussi à améliorer Meliteria si rapidement. Néanmoins, si Bernard insiste sur le fait qu'il n'avait aucune mauvaise intention lorsqu'il s'est approché de la chambre de Meliteria, il peut le prouver immédiatement en buvant l'eau spéciale qu'il avait l'intention de lui donner. Bernard commence à paniquer car il sait que cette eau contient du poison ivore, et l'expression de son visage confirme les soupçons de Belminan. Il jette donc l'eau au visage de Bernard, qui commence à s'affoler car il pense qu'il s'agit de poison. Cependant, Belminan lui dit d'arrêter de réagir de manière excessive, car il a déjà remplacé l'eau empoisonnée par de l'eau normale. Bernard n'a donc rien à craindre, du moins pas du poison, mais il va passer très longtemps derrière les barreaux pour ses crimes. Après avoir emmené Bernard, le personnel fouille sa chambre et finit par y trouver une lettre. Raymond la remet à Belminan, qui est choqué par ce qu'il y lit. La même nuit, Angache se rend au village pour collecter un autre ivore, mais il ne parvient pas à trouver le chef du village. Il demande à l'un des habitants où il se trouve, et celui-ci lui répond que le chef est parti guider les aventuriers qui sont arrivés. Ils ont également découvert que les fleurs d'ivore qu'il lui donnait étaient utilisées pour fabriquer du poison, et qu'il ne pouvait donc plus continuer à lui en vendre. Il se rend compte qu'il ne pourra plus tromper les villageois, alors il décide de brûler tout le village et de prendre immédiatement ce dont il a besoin. Et alors que nous voyons Bernard être transporté à la prison par les gardes, il commence à sourire car il sait que ce n'est pas encore fini. Pendant ce temps, près du lac, Takeru observe les fleurs d'ivoire et apprend qu'elles pousseraient à partir des larmes d'une bête sacrée. Il interroge le chef du village à propos de cette bête sacrée, qui lui explique qu'il y a très longtemps, le seigneur Ofvalpnir était une bête sacrée qui a sauvé leurs ancêtres du démon du lac, et que ces fleurs poussent ici depuis lors. Takeru demande s'il peut vraiment en prendre une si elles ont une telle importance pour le village, mais le chef lui rappelle qu'il a déjà sauvé leur village et qu'il peut donc en prendre autant qu'il le souhaite. Takeru le remercie et se penche pour arracher une des fleurs, mais alors qu'il s'apprête à célébrer la réussite de sa mission, un des villageois arrive en courant pour leur annoncer qu'un terrible événement vient de se produire. Ils se précipitent tous ensemble vers le village et le trouvent complètement en proie aux flammes. Takeru n'a aucune idée de qui est responsable de cela, mais sa première priorité est d'éteindre les incendies. Il demande donc à Bi de faire tomber davantage de pluie, pendant que lui et Clay sauvent les villageois des flammes. Heureusement, personne n'a été gravement blessé dans l'incendie, mais lorsque Takeru demande comment tout cela est arrivé, l'un des villageois lui explique qu'Angache est venu ici il y a quelques heures pour réclamer davantage de fleurs d'ivoire. Maintenant qu'ils savent qu'elles sont toxiques, ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient plus continuer à lui en donner, et Angache s'est mis en colère en entendant cela. Takeru n'arrive pas à croire qu'Angache ait pu faire quelque chose d'aussi sinistre, mais la situation empire lorsque le chef découvre que Gonsa a disparu. Une des femmes âgées affirme avoir vu Angache traîner Gonsa pour le forcer à leur montrer où se trouvent les fleurs d'ivoire, et Takeru est furieux d'apprendre cela, alors il décide d'agir. Il utilise immédiatement la fonction de recherche pour localiser Gonsa et Angache, qui semblent se trouver dans un fort près du lac. Takeru et Clay enfourchent alors leurs chevaux et se mettent en route.
Le chef tente de l'avertir qu'il est trop dangereux d'affronter Angash seul, mais Takeru lui répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il est accompagné d'un puissant aventurier de rang A. Récupérer Gonsa sera donc un jeu d'enfant. Takeru et Clay finissent par arriver au fort, et après avoir effectué quelques repérages, Clay leur rapporte qu'Angash et ses hommes semblent être en train de faire la fête. Clay n'arrive pas à croire qu'ils osent attaquer des innocents puis faire la fête après coup, et la fureur qu'il ressent le pousse à se transformer, mais Takeru lui dit de se calmer car s'il fonçait comme ça, il mettrait la vie de Gonsa en danger. Clay se rend compte que Takeru a raison, alors il s'excuse pour son emportement, mais cela dit, il demande comment ils sont censés entrer sans que les hommes d'Angash ne les remarquent. Takeru y réfléchit un instant et finit par trouver un sort d'invisibilité pour les faire entrer, et cela semble vraiment efficace puisque personne ne les a encore remarqués. Ils prennent leur temps pour chercher Gonsa dans le fort, mais ils ne parviennent pas à le trouver. Clay suggère alors de rechercher Angash à la place, car il sait forcément où se trouve Gonsa. Ils finissent par trouver la pièce où les autres hommes d'Angash font encore la fête, et ceux-ci semblent très fiers d'avoir incendié le village. Ils disent que les villageois l'ont bien mérité pour avoir osé défier Angash, mais ils n'ont jamais réussi à faire parler l'enfant qu'ils ont kidnappé pour qu'il leur révèle l'emplacement des fleurs d'Ivor. Ils comptent bien lui soutirer des informations tôt ou tard, car c'est la dernière étape de leur plan visant à faire monter les prix de l'Ivor afin de réaliser d'énormes profits. Après tout, une fois que Melitria sera morte et que la nouvelle se sera répandue que même les meilleurs guérisseurs du monde n'ont pas pu la sauver, la valeur du poison d'Ivor va monter en flèche. Takeru et Clay se trouvent juste devant la porte, ils ont donc tout entendu, et Clay est maintenant encore plus en colère qu'avant. Takeru lui dit qu'il est libre d'entrer et de fracasser quelques crânes à condition de promettre de ne tuer personne, ce qui convient à Clay. Il enfonce donc la porte et commence à tabasser les bandits. Alors qu'un bandit passe devant lui, Angash réalise qu'il est en grand danger ici, alors il ordonne à l'un de ses hommes d'aller libérer la chose. L'homme l'avertit que c'est encore trop risqué car ils ne peuvent pas encore la contrôler, mais Angash s'en moque pour le moment, alors il lui dit de le faire quand même. Dans tout ce chaos, alors qu'il est toujours invisible, Takeru se faufile près d'Angash et lui demande où se trouve l'enfant qu'il a kidnappé. Angash est tellement bouleversé qu'il laisse échapper que Gonsa se trouve dans l'autre bâtiment, sans se rendre compte à qui il s'adresse. Takeru se dirige vers l'arrière après avoir trouvé l'autre bâtiment dont parlait Angash, mais il y a un garde devant, alors Bi propose de s'en occuper pour lui. Bi envoie alors le garde valdinguer à travers le mur d'un coup de tête, et une fois à l'intérieur, Takeru trouve Gonsa enfermé dans l'une des cellules. Il brise la serrure à main nue et Gonsa est soulagé que Takeru soit venu le sauver. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à partir, ils entendent soudain un grand fracas et voient les bandits courir pour sauver leur vie à cause d'un monstre tentaculaire. Takeru est presque certain que Clay n'avait pas de tentacules la dernière fois qu'il l'a vu, alors il demande à l'un des bandits ce que c'est. Celui-ci lui répond qu'il s'agit du démon du lac et qu'ils doivent donc partir d'ici le plus vite possible. Clay devrait toujours être sous sa forme évoluée. Takeru pense donc qu'il devrait pouvoir se débrouiller seul, mais selon les capacités du démon du lac, Clay pourrait avoir besoin d'aide. Il demande à Gonsa de descendre de son dos afin qu'il puisse aller aider Clay, mais Gonsa refuse de le lâcher. Takeru se rend compte qu'il doit être terrifié, il est donc naturel qu'il ne veuille pas être laissé seul ici. C'est peut-être un peu risqué, mais Takeru décide d'emmener Gonsa avec lui. Il lui demande donc de s'accrocher fermement et met en place une barrière pour s'assurer qu'il ne soit pas touché par des débris qui pourraient tomber. Ils finissent par arriver dans le hall principal et trouvent Clay en train de combattre le démon du lac, mais alors que Takeru s'attendait à quelque chose d'un peu plus menaçant, le monstre s'avère n'être qu'un animal géant. Takeru le scannait pour comprendre ce dont il est capable, et son écran de démarrage indique qu'il peut se régénérer et que ses tentacules produisent un poison mortel qui engourdit ses victimes pour les neutraliser. Il indique également que le démon a été invoqué par Angash, qui est justement allongé sur le sol à proximité, blessé par le monstre. Angash supplie Takeru de le sauver, mais Takeru ne voit aucune raison d'aider un homme comme lui, surtout après tout ce qu'il a fait. Cependant, il ne veut pas non plus laisser Angash mourir avant qu'il ait payé pour tous ses crimes. Ainsi, lorsque l'Anamon tente de l'achever, Takeru érige une barrière de lumière autour de lui pour s'assurer qu'il survive, mais la force de l'impact le met tout de même KO. Depuis Aang, Takeru retourne aider Clay, qui lui dit qu'il a un peu de mal à s'occuper de cette créature, car peu importe le nombre de fois où il lui coupe les tentacules, elle repousse sans cesse. Si tel est le cas, Takeru en déduit qu'il suffit de toutes les détruire d'un seul coup. Il lance donc un sort de glace qui gèle les tentacules de l'Anamon et la ralentit. Cependant, cela ne suffit pas à le vaincre, alors il dit à Clay qu'il doit écraser le cerveau de l'Anamon pour le tuer définitivement. Clay comprend, alors il court et frappe l'Anamon au centre du visage, ce qui semble lui causer beaucoup de dégâts, mais provoque également une crise de folie chez l'Anamon, qui projette Takeru hors du fort. Au moment où il est projeté dans le lac empoisonné, Takeru jette Gonsa en arrière pour le sauver, mais il ne peut pas se jeter lui-même et finit par atterrir dans l'eau.
Même avec tous ses pouvoirs, nager dans de l'eau empoisonnée n'est pas une bonne idée, et cela pourrait bien être la fin pour lui. Cependant, alors que sa vie défile devant ses yeux, il est soudainement tiré hors de l'eau par un cheval qui parle. Le cheval se présente sous le nom de Hofvalpnir, et Takeru comprend qu'il s'agit de la bête sacrée mentionnée plus tôt. Il s'excuse alors de être tombé dans son lac. Alors qu'il s'excuse, elle lui dit qu'il n'a pas à s'excuser, car il vient en fait de purifier ses terres. Elle explique qu'il y a longtemps, cet endroit était envahi par des tonnes de mana stagnant. Alors elle a utilisé le peu de pouvoir qui lui restait pour créer l'ivore imprégné de purification afin de garder la terre et les eaux propres, mais une fois son pouvoir épuisé, elle s'est transformée en statue. Ces fleurs d'ivore auraient pu protéger cet endroit pour toujours, mais récemment, des humains maléfiques sont venus empoisonner les eaux, transformant cet endroit en un désert aride. Cependant, grâce à Takeru qui a absorbé les toxines, le lac a été purifié et Hofvalpnir a pu retrouver ses forces. Elle lui en est donc très reconnaissante. Takeru ne comprend pas vraiment comment sa chute dans le lac a permis de le purifier, mais si cela a aidé Hofvalpnir, alors il en est heureux. Hofvalpnir le dépose sur une falaise voisine afin qu'il puisse retrouver Clay et Gonsa, qui sont soulagés de voir qu'il va bien. Il lui demande comment il a réussi à survivre et il leur explique que le dieu du lac l'a sauvé, mais les autres le regardent comme s'il était fou, car ils ne voient personne d'autre ici. Hofvalpnir se tourne alors vers Takeru et lui dit qu'elle lui est éternellement reconnaissante pour ce qu'il a fait pour elle, et que s'il a besoin d'aide, elle sera là pour l'aider. Elle disparaît ensuite et Takeru retourne au village pour ramener Gonsa à sa famille. Après cela, il est temps pour eux de retourner au manoir afin qu'ils puissent soigner Melitria, mais y aller à cheval prendrait beaucoup trop de temps, alors Takeru décide d'essayer un nouveau sort qu'il a inventé. Il aligne un tas de pierres magiques en cercle, puis, alors que tout le monde se tient à l'intérieur, il active le sort de portail, les renvoyant tous au manoir en un instant. Une fois sur place, Takeru parvient à synthétiser un antidote à partir de l'ivore qu'il a récolté, et après l'avoir fait boire à Melitria, son empoisonnement à l'ivore est complètement guéri. Il lui faudra encore un certain temps pour se remettre du reste de ses symptômes, mais le chemin vers la guérison sera désormais beaucoup plus facile, et Tiari ne pourrait être plus heureuse. Maintenant que Takeru a guéri Melitria, il retourne au village pour aider à la reconstruction, car la plupart des villageois ont perdu leur maison dans l'incendie. Pendant qu'il est là-bas, il fait une proposition au chef du village. Plus tôt, il avait trouvé des litchis qui avaient le goût de la sauce soja, mais comme les villageois ne semblaient pas comprendre à quel point la sauce soja était délicieuse, Takeru a préparé une assiette de pommes de terre au four et de sauce soja pour que le chef goûte, et celui-ci a adoré. La proposition de Takeru consiste à acheter tout le stock de litchis du village afin de les vendre sous forme de sauce soja à Belkam. Si tout se passe bien, la sauce soja pourrait devenir la spécialité du village, qui ne serait alors plus pauvre. Le chef du village accepte avec joie l'accord de Takeru, et sur ce, son affaire dans le village est officiellement terminée. Il est donc prêt à retourner à Belkam, mais soudain, il aperçoit une lumière brillante dans le ciel et Hofvalpnir apparaît juste devant lui. Cette fois, Clay peut également la voir et il est tout aussi choqué que Takeru, car il n'aurait jamais pensé voir une bête sacrée en personne. Takeru demande à Hofvalpnir pourquoi elle est là, et elle lui explique qu'elle en avait assez de vivre près de ce lac depuis tant d'années et que Takeru lui semblait être une personne intéressante, alors elle a décidé de l'accompagner dans son voyage. Tout en parlant, elle se transforme en une belle femme. Elle lui dit qu'il est libre de la chevaucher autant qu'il le souhaite, car elle est la plus grande monture au monde, et elle est impatiente de voir ce que Takeru va faire ensuite, mais il a le sentiment que la présence de Hofvalpnir va devenir très encombrante. C'était la fin de l'épisode 8. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.